C'est le deuxième live. Je n'avais fait un au début septembre. Fait que là, je vais en faire au moins deux par mois. Puis éventuellement, peut-être que je vais en faire plus. Peut-être que ça va mener aussi sur d'autres choses. Mais là, je voulais vraiment comme en faire au moins deux par mois. Puis l'autre fois, j'avais fait un Q&A. Puis le monde avait bien aimé ça. Ça avait duré 2 heures de temps. Puis c'était super le fun. Puis là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça un petit peu différent. Dans le fond, j'ai décidé d'amener des sujets que je trouve que souvent quand je fais des formations, des séminaires ou même du monde, là, des fois, qui m'appellent ou qui m'écrivent, là, c'est souvent les mêmes questionnements qui reviennent. Puis même quand je fais du contenu sur les réseaux aussi, je vois beaucoup que ça vient des fois amener beaucoup de discussions. Fait que ce soir, je voulais comme essayer de vous donner le plus de valeur possible avec ces sujets-là. Puis à la fin, ben, j'ai laissé une période de questions justement pour les gens. Après que j'ai jasé des sujets, là, ben, vous pourrez me poser des questions là, sur d'autres sujets si vous voulez justement avoir des choses, mon avis sur des affaires ou que tu veux me demander une question plus précise sur un sujet qu'on n'a pas parlé. Ça sert à ça pour être sûr que tout le monde qui se connecte aujourd'hui ben, ressort avec quelque chose qui est venu chercher dans le fond. Fait que c'est vraiment ça l'objectif. Fait que je vais. Bon, on a quand même un peu de monde, excellent. J'apprécie tellement tes vidéos. Ben, merci, Colin. J'apprécie ton commentaire. C'est tout le temps le fun de se le faire dire. Puis c'est tout le temps le fun de savoir que les gens, comme ça peut leur apporter de la value puis que ça les aide. C'est à la base, c'est un peu pour ça que je fais ça. Hein. C'est pas mal pour ça que je fais ça, le contenu. C'est pour essayer d'aider le plus de monde possible à avoir une intelligence financière justement plus développée, puis une éducation financière qui va leur permettre d'avoir un petit peu la vie qu'ils veulent, parce que veut pas, quand les finances, ça va bien, ben ça règle bien les choses. Puis c'est un petit peu ça que je veux commencer aujourd'hui comme premier sujet, c'est de parler de l'indépendance financière, justement. Parce que des fois, quand je fais des clips sur les réseaux, tu sais, c'est ça l'affaire avec des clips, c'est que des fois, tu n'as pas toujours le contexte. Tu n'as pas tout le temps toute la vue complète. Fait que c'est juste un segment. Puis, tu sais, des fois, dans les commentaires, on n'est pas capable non plus d'aller, tu sais, dans les détails. Fait que là, je veux vraiment prendre le temps, des fois, de remettre les choses en perspective pour que vous compreniez bien, tu sais, des fois, ce que je veux qu'il soit passé, justement, comme message. Puis en même temps, si vous avez des questions à mesure, vous pouvez m'arrêter, là, c'est correct, là, je vais lire les commentaires de temps en temps. Mais c'est ça. Fait que je vais faire quelques petites mises au point sur certaines affaires que je juge pertinentes parce que des fois, je peux comprendre quand on écoute un clip sur les réseaux, on peut penser que je pense une affaire ou que je suis vraiment très tranché dans une chose, mais des fois, c'est pas tout à fait ça. Il y a tout le temps une nuance à apporter. Puis là, c'est ça un petit peu que je veux faire ce soir. Puis ça va permettre, je pense, aux gens aussi d'avoir plus de plus les deux côtés de la médaille, dans le fond. Fait que je pense que ça, c'est toujours bon quand on veut prendre des décisions puis s'éduquer. Fait que c'est ça que je vais faire. Fait que dans le fond, comme je disais, l'indépendance financière, la première affaire que je veux mentionner par rapport à ça, c'est que, tu sais, des fois, je parle souvent d'investir puis de commencer le plus tôt possible. Puis là, ben, ce qui revient souvent comme message, c'est un peu, ah, mais là, il faut profiter de la vie. Ah, puis là, ben, tu sais, on ne veut pas vivre juste rendu à 60 ans, puis on ne veut pas se priver. Puis c'est comme, c'est pas quand on va être dans la tombe, ça va être le temps. Puis je comprends tout ça parce que je suis entièrement d'accord avec ça. Puis c'est justement pourquoi je fais le contenu, puis pourquoi je veux essayer d'éduquer les gens. C'est pour qu'il y ait une meilleure situation financière qui leur permet de vivre la vie qu'ils veulent le plus rapidement possible. Fait que tu sais, c'est juste ça que je fais dans le fond. Fait que moi, mon but, c'est pas de te dire économise pendant 40 ans, fais rien de ta vie, puis profite juste à 60. C'est comme non. C'est soit intelligent dans les premières années de ta vie, essaye d'augmenter ta valeur sur le marché pour être en mesure de gagner plus d'argent puis investir plus pour t'enrichir plus vite puis éventuellement avoir une liberté de choix. Parce qu'en bout de ligne, ce que les gens veulent dans la vie, c'est juste ça. C'est avoir une liberté de choix. C'est de pouvoir choisir, d'avoir un contrôle sur leur vie. Qu'est-ce que je peux faire de mon temps? Puis moi, l'avantage quand tu travailles en finance puis que tu es planificateur financier, c'est que tu vois l'ensemble de toute la situation. Puis moi, je discute beaucoup avec mes clients, je pose beaucoup de questions, puis je m'en vais dans un sujet en profondeur avec les clients, puis je pose les vraies questions. Puis quand tu vois les gens qui sont rendus 50 ans, 60 ans ou 45, c'est comme quand ils sont rendus plus tard. Quand tu as 25-30 ans, l'humain, il est vraiment pas bon pour se projeter dans le futur. Okay? C'est comme la pire chose pour un humain, c'est essayer de prévoir comme dans 10 ans, 20 ans. C'est comme, oublie ça, c'est pas concret. Mais moi, je le vois, là, 15-20 ans de quelqu'un qui n'a pas fait les bonnes affaires, puis les regrets que ça amène. Fait que moi, je suis juste là pour essayer de communiquer
ces regrets-là aux gens quand ils ont 25-30 ans pour pas qu'ils tombent justement dans les mêmes pièges, puis qu'ils fassent les mêmes erreurs, puis qu'ils aient les mêmes regrets plus tard. Fait que, dans le fond, le premier regret que les gens ont, c'est de ne pas avoir commencé plus tôt, puis d'avoir dépensé dans trop de choses qui ne leur amènent pas de valeur, puis qu'ils calculent tout l'argent qu'ils ont mis dans X ou Y affaires, puis ils sont comme « Fuck, ça m'a tellement pas apporté le bonheur que j'espérais. » Fait que là, je suis comme tout l'argent que j'aurais pu mettre pendant 15-20 ans, aujourd'hui, ça me donnerait X montant, puis ça me permettrait d'avoir une liberté qui serait beaucoup plus importante pour moi aujourd'hui que le bonheur que toutes les bebelles m'ont amené qui a été très éphémère. Tu comprends? Fait que moi, c'est juste ça que j'essaye de passer comme message. C'est comme, quand tu investis et tu fais des bons moves au niveau financier, c'est pas pour mettre en REER, en CELI, en ci, en ça. C'est de la liberté que tu t'achètes. C'est de la liberté éventuelle que tu t'achètes parce qu'en bout de ligne, ce que les gens veulent, moi, c'est ça que j'ai observé en rencontrant plus de 1000 clients là, depuis que je suis en finance. Ça fait 12 ans. Là. Il n'y a jamais quelqu'un que j'ai vu que son dénominateur commun dans les objectifs qui me disait que c'était pas la liberté. Tout le monde veut avoir une liberté de choix. Les gens veulent sentir qu'ils peuvent avoir le contrôle sur leur vie. Ils ne veulent pas travailler par obligation, mais ils veulent travailler par choix. Fait que moi, ce que j'essaye de faire avec le contenu, c'est de faire en sorte qu'il y a plus de gens éventuellement qui ont des choix. Puis tu n'es pas obligé d'attendre à 65 ans avant de toucher à ton argent. Tu n'es pas obligé d'attendre d'avoir 1 million ou 2 millions. C'est juste que si tu as 40-45, tu as plusieurs centaines de milliers de dollars de côté, puis tu as des investissements ou tu as des sources de revenus qui proviennent d'investissements passifs ou peu importe, bien, ça te permet d'avoir des options dans la vie, puis de pouvoir faire les moves qui tiennent vraiment à cœur, puis d'utiliser ton temps comme tu veux. Puis il y en a qui vont utiliser ce temps-là pour travailler plus. C'est bien correct. Il y en a qui vont utiliser ce temps-là pour être avec leurs proches, avec leur famille. Il y en a qui vont vouloir juste diminuer leurs heures. Fait que, tu sais, des fois, il y en a qui pensent que indépendance financière, ça veut dire retraite. Mais retraite, c'est comme, tu es arrêté complètement, puis c'est pas ça. L'indépendance financière, tu peux être indépendant financièrement à partir de 45 ans, mais juste diminuer ton nombre d'heures que tu fais, puis continuer à travailler dans quelque chose qui te fait triper, tu comprends? Ou dire, je change de job, ou je m'en vais à faire un projet que ça sera pas rentable, mais c'est pas grave, parce que ça me tente de le faire, puis j'ai pas besoin des revenus pour vivre. Fait que, tu sais, c'est tout ça que ça amène, c'est tout ça que ça permet, la liberté financière. Fait que moi, c'est juste ça que je veux passer comme message. C'est comme le plus beau cadeau que quelqu'un peut se faire, selon moi, c'est de devenir libre financièrement parce que tu ne dépends plus de personne, puis tu as le plein contrôle sur ta vie, puis sur tes choix. Fait que c'est juste ça, dans le fond, l'objectif, le end goal avec Altic, puis avec l'entreprise, puis avec l'éducation que je fais, c'est juste qu'il y ait plus de gens qui vivent, entre guillemets, leur best life, tu sais, puis qui sont en mesure, justement, de vivre une vie qui trouve le fun. Puis c'est pas obligé d'attendre à 60-65 ans pour que ça arrive. Fait que c'est pour ça, c'est ça que j'essaie de faire catcher le plus possible aux jeunes. Puis là, je vais prendre une petite pause pour juste comme lire les commentaires, parce que des fois, ça amène des bons points. Ouais, écoute, c'est ça, c'est en plein ça. Le monde, tout le temps, si tu peux revenir 15-20 ans en arrière, c'est comme clairement le monde, il pourrait tout, ils disent tout, j'en mettrais plus de bonheur, tout le temps, ça revient tout le temps. J'ai commencé vraiment trop tard, mes enfants, j'ai fait leur éducation financière et eux, ils ont déjà des placements à 16 et 20 ans. Wow, OK, ça, c'est vraiment nice. J'adore lire ce genre de commentaires-là. Good job, Nathalie. Ça, c'est vraiment ça coche parce que tu vas tellement aider tes enfants puis ils vont tellement te remercier plus tard. Tu peux juste pas savoir à quel point ça va changer leur vie pour le mieux puis à quel point ils vont être reconnaissants aussi. Puis moi, je l'ai vu, là, des enfants qui ont une bonne éducation financière parce que les parents ils ont fait une bonne job, là, c'est wow. Là, genre, ça change complètement, ça change tout. J'ai 49, puis je viens juste de me réveiller à 40 ans, mais mieux vaut tard que jamais, absolument. Puis c'est mieux de 40 que 50, puis il faut le voir de même, absolument. Puis, tu sais, ce que je fais avec Altic, c'est justement pour qu'il y ait le plus de monde possible qui se réveille le plus tôt possible, tu sais. Fait qu'avant 40 puis avant 30 ans, idéalement, tu sais, c'est vraiment ça, parce que je veux... Les regrets que j'ai entendus pendant 10 ans dans ma carrière en cabinet, je veux plus les entendre, puis que j'entends encore depuis l'année passée, depuis que j'ai lancé ma business, je veux plus les entendre, puis je veux les entendre de moins en moins. Fait que je veux qu'il y ait de plus en plus de gens qui soient comme « Yes, je suis content d'avoir commencé à 20 ans », puis qui comprennent ça, parce que c'est juste une question d'éducation, puis d'allumer le plus jeune possible. Fait que les gens qui commencent à 40 ans, c'est pas qu'ils sont niaiseux, c'est parce qu'ils sont juste ignorants sur le sujet de la finance, parce qu'il n'y a personne qui les a montrés.
Puis après ça, comment tu peux développer l'intérêt si tu ne te le fais pas montrer, tu comprends? Fait que moi, j'essaie juste d'avoir une plateforme qui peut allumer les gens sur certaines choses. Puis que là, après ça, ça leur permet de pousser leur réflexion plus loin. Puis après ça, à cause de ça, ben là, ils commencent à prendre leur vie financière en main le plus jeune possible. Tellement dans nos années 80-90, on n'avait pas d'éducation financière. Effectivement, j'ai fait des erreurs. Ben oui, ça arrive tout le temps. Merci pour tes vidéos, très intéressant. Merci Jérôme, super apprécié. Est-ce que le live va être publié plus tard pour qu'on puisse revoir ça? Ouais, mais il faut que tu l'écoutes au complet avant d'être là, par exemple. Non, sérieux, il va être disponible après, plus tard. As-tu un endroit où tu mets les rediffusions de tes lives sur ma page Facebook? Dans le fond, il reste là comme pendant un mois. Puis moi, après ça, je vais repogner ça, puis je vais refaire comme des vidéos pour mettre sur ma chaîne YouTube, là, comme des segments. Fait que je vais prendre, mettons, un 10-15 minutes qui parle de tel sujet, puis je vais le mettre sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube, puis après ça, ça va être là de cette façon-là également. On a investi toutes les allocations familiales dès leur naissance, Colin. Ouais, ça va bien les starter dans la vie. Ça c'est solide. Good job. Ça, c'est vraiment très bon. Ça, c'est good, parfait. Ça serait bien que les jeunes puissent ouvrir des comptes de courtage. Ben, les parents peuvent le faire comme à leur nom. Mais des fois aussi, les jeunes, il peut avoir des régimes d'épargne-études qui sont pas remplis. Fait que des fois, quand tu as 15, 16, 17 ans, ben, tu es mieux de mettre l'argent là-dedans à cause des subventions du gouvernement. Puis c'est ça. Mais effectivement, si quelqu'un n'a pas les REA sont maximisés, ça pourrait être bien d'avoir des plateformes de courtage là, qui pourraient investir leur argent là-dedans. Ben écoute, c'est bon, Raph, je te souhaite une bonne soirée, puis tu me leur diras ton feedback quand tu l'auras réécouté. T'es mieux de le réécouter, là. T'es mieux, là. Dis pas juste ça pour être poli, là. Écoute, j'aimerais savoir ton opinion sur le Bitcoin. Je vais en parler plus tard dans la période de questions. Parce que là, j'ai comme des sujets que je voulais toucher un petit peu avant, puis la période de questions, on pourra en parler, dans le fond. Est-ce qu'à 20 ans, tu pensais à l'épargne? Oui, ben écoute, vu que c'est dans le lien de ce qu'on... Oui, moi, dans le fond, j'ai commencé à 18 ans. J'ai été chanceux parce que mon père a fait un excellent travail avec moi à cet âge-là pour m'éduquer. Fait que je dois vraiment beaucoup de choses à mon père. Il m'a fait vraiment un bon pitch, puis il m'a montré certaines choses que je le sais que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir des parents qui sont connaissants dans ce domaine-là. Fait que là, ça fait que si tu le vois pas à l'école, tu le vois pas à la maison, ben les chances que ça se développe à un jeune âge sont quand même minces. Surtout quand tu es plus jeune, tu es plus influençable, tu veux plus comme acheter des bebelles, tu veux plus dépenser. Fait que moi, d'avoir un père qui m'a montré les bonnes affaires, ben ça m'a vraiment aidé. Fait avec Altic, comme je disais, c'est un petit peu ça que j'essaye de faire, de pouvoir faire que si quelqu'un ne l'apprend pas à la maison, ne l'apprend pas à l'école, ben, au moins il y a une place qui peut quand même se faire allumer certaines lumières là-dessus. Fait que c'est ça, mais oui, moi j'ai commencé à 18 ans. Fait que merci papa, merci de m'avoir montré ces concepts-là. L'intérêt composé, c'est juste ça que je me souviens de la rencontre à 18 ans. Mais moi, ça m'a closé. C'est comme ah ouais, si je commence le plus tôt possible, être libre avant tout le monde. Ah, OK, c'est bon. Là, ça m'a parlé. Fait que moi, la liberté, ça a toujours été bien important. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait ça. J'adore tes vidéos. Nous avons commencé à 38 ans et on a réussi à acquérir notre indépendance, mais avec notre fille, ce sera génial si elle suit nos conseils. Hey, mais good job pour l'indépendance financière, c'est nice. Puis pour ta fille, écoute, c'est tout un cadeau que vous allez y faire. C'est vraiment, c'est vraiment super. Fait que l'autre point que je vais aborder aussi pour l'indépendance financière, c'est que la définition est différente pour chaque personne, puis parce qu'il n'y a pas un montant magique. Fait que pour quelqu'un, ça pourrait être 500 000, pour quelqu'un, ça pourrait être 1 million. Quelqu'un, ça pourrait être 2-3 millions. C'est comme ça dépend du train de vie que tu vas avoir puis de qu'est-ce que tu as de besoin. Comme je dis souvent, quand quelqu'un est indépendant financièrement, pour en avoir rencontré des gens qui sont rendus là, ils n'arrêtent pas de travailler complètement. Ils font juste comme des fois du 3 jours semaine ou ils font du 15-20 heures par semaine, puis ils s'occupent de faire d'autres choses de leur temps. Puis ils récupèrent des heures pour faire d'autres affaires. Puis des fois, ils n'ont pas besoin d'avoir un énorme montant qui est généré par les investissements parce qu'ils ont quand même à 3 jours semaine, ils sont capables de générer des bons revenus. Fait que, comme je dis, c'est juste d'avoir une liberté de choix puis de pouvoir te permettre d'avoir des options. Fait qu'il n'y a pas un montant qui est comme, c'est ça. Une fois que tu as ça, tu es indépendant. Le montant, en fait, il est différent pour chaque personne. Fait que c'est juste de calculer combien tu as besoin par mois pour
vivre. Puis après ça, être en mesure de dire, bon, ben parfait, si je fais, mettons, 4-5 d'intérêt en moyenne, ça va me prendre, mettons que tu es plus conservateur, là, genre pour faire tes projections plus réalistes, ça va me prendre X montant, puis là, avec ça, je suis capable de me générer ce montant-là. T'sais. Fait que c'est juste un calcul sommaire pour t'enligner, te donner une direction. Tu n'es pas obligé de faire le gros calcul détaillé avec l'inflation puis toute la patente. T'sais. Là, tu veux juste avoir au début un goal de dire, OK, si j'atteins ce montant-là, ça va vraiment commencer à être comme popé, puis je vais vraiment me rapprocher de mon indépendance. Fait que c'est ça. Je vais continuer à lire une couple de commentaires. À combien par mois tu crois qu'un gars de 25 ans doit mettre par mois de côté dans l'idéal? Mettons t'as-tu 25 ans, toi, Alex, là, genre, mettons, tu poses la question pour un ami, là. Dans le fond, c'est pas compliqué, c'est tout le temps la règle du pouce, c'est minimum 10 de ton revenu brut, OK? Fait que l'âge, ça a comme pas tant rapport. Je te dirais minimum 10 de ton revenu brut. Fait que si tu gagnes, exemple, 100 000 par année, il faut que tu sois en mesure de mettre au moins 10 donc au moins 10 000. Puis la seule chose que je vais dire, c'est qu'à 25 ans, je ne sais pas si tu es encore chez tes parents. Des fois, il y en a qui restent quand même jusqu'à 26, 27, 28. Si tu es chez tes parents et tu n'as pas beaucoup de dépenses, tu peux profiter de ça pour en mettre plus là, que 10 Fait que mettons que tu gagnes des bons salaires, tes parents ils t'aident en disant reste chez nous pour pas que tu aies trop de dépenses pendant un bout. Là, tu peux mettre 30-40 de ta paye puis c'est vraiment facile. Fait que, ça dépend dans le fond, c'est quoi ta situation, mais le minimum à viser, c'est tout le temps au moins 10 pour dire que tu commences à te bâtir quelque chose qui va être quand même significatif. Puis c'est sûr que si tu veux atteindre l'indépendance financière plus rapidement, donc mettons que tu vas être indépendant à 40 ans ou à 45 ans, c'est sûr qu'il faut que tu t'en mettes plus que ça pour atteindre cet objectif-là. Il va falloir que tu mettes plus que 10 mais le minimum à viser, c'est ça. Puis si tu n'es pas capable de mettre au moins 10 de ta paye, là, ça indique qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. C'est soit les revenus qui ne sont pas assez élevés, ou soit tes dépenses il y a des affaires que tu dépenses que ça n'a peut-être pas lieu d'être ou que finalement, il y a une job à faire à ce niveau-là. Fait que là, c'est de regarder, c'est quoi la problématique dans mon dossier. Parce qu'en bout de ligne, ça revient tout le temps à soit augmenter les revenus ou diminuer les dépenses ou un mix des deux. T'sais. Puis moi, je pense que tu es mieux d'essayer tout le temps d'augmenter tes revenus puis de garder juste un œil sur tes dépenses pour pas que ça augmente au même rythme que tes revenus. Mais si tu augmentes tes revenus, il n'y a pas de limite à laquelle tu peux aller. Tandis que diminuer les dépenses, c'est tout le temps comme tu ne peux pas diminuer à zéro, puis tu ne peux même pas diminuer comme à 20 ou 30 000. À un moment donné, il faut que tu manges, il faut que tu te loges. Fait que c'est comme il y a une limite à laquelle tu peux diminuer tes revenus. Fait que c'est ça. Fait que minimum 10 c'est l'idéal à viser. Et plus tu gagnes d'argent, plus c'est facile de mettre un gros pourcentage. Parce que si tu gagnes 50 000 par année puis que tu mets 10 ou 20 mettre 10 000, mettons, sur 50 000, ça commence à être assez difficile là, avec l'impôt et tout ça. L'inflation, puis aussi le coût de la vie, comme juste pour vivre, il y a quand même un minimum. Mais quand tu gagnes 120, 130, 150 000, par exemple, là, mettre 10 ou 15 ou 20, c'est beaucoup plus facile, à condition que tu aies les bons comportements et les bonnes habitudes, là, évidemment. Ma fille a 8 ans à l'école, on lui fait ouvrir un compte à la Caisse populaire, mais il ne donne pas vraiment d'intérêt. Penses-tu que je dois l'aider à grossir l'argent dans son compte? S'il n'y a pas les régimes épargne-études d'ouvert, la première chose, c'est de mettre des régimes épargne-études. Là. Si ce n'est pas fait, fais ça. Puis c'est comme s'ils sont maximisés, là, oui, tu peux continuer à le monter. Sinon, tu peux faire fructifier l'argent dans ton CELI à toi ou dans le CELI à ta conjointe, puis éventuellement, y donner l'argent. Ça dépend de votre situation. Là, je te réponds vite de même avec pas de détails, là, mais régime épargne-études ou faire fructifier l'argent dans des CELI à ton nom puis y redonner éventuellement plus tard, ça peut être des options qui sont possibles. Est-ce que tu dissocies liberté financière et planification pour la retraite? Comme je disais, liberté financière, ça peut être la retraite, ça peut être la même affaire. Okay? C'est que ça peut être la même chose. C'est juste que moi, la retraite, c'est un concept que je trouve qui est un petit peu dépassé. Tu sais, dire à un jeune de 20-22 ans, tu vas travailler 40 ans à la même place, puis quand toute l'intelligence artificielle s'en vient, puis toutes ces affaires-là, c'est comme, c'est pas réaliste. Puis les jeunes aiment ça changer d'affaires puis essayer des nouvelles affaires aussi. Fait que ça ne leur parle plus vraiment, tu sais, le concept de retraite. Puis je pense que ce qui parle beaucoup plus aux gens, puis même les jeunes et moins jeunes, c'est vraiment le concept de liberté financière. Donc, d'avoir juste des choix. Travailler par choix et non par obligation. Fait que de ne pas attendre sa retraite à 60 ans que tu fais ton temps, puis à un moment donné, tu es libre. C'est l'équivalent d'être en prison. Là, tu fais comme un certain nombre d'années, puis après, là, tu es sorti. Fait que tu ne veux pas te retrouver là-dedans parce que
c'est pas un bon mindset. Puis justement, les gens qui travaillent dans des places ils attendent juste le fonds de pension, ben souvent, c'est pas les gens les plus heureux, mettons, que j'ai vus là, dans des consultations. Puis c'est pas c'est pas les gens qui vivent le best life, là, tu sais. Fait que c'est ça pour la liberté financière. Si tu as des dettes. Si, ça peut, là, quand quelqu'un commande, ça me ramène en bas. Si tu as des dettes, déclarer dette avant ou économiser dans un REER au CELI. Ouais, moi, je suis plus de l'école. Rembourse tes dettes en premier. Puis après, tu focuses sur investissement. C'est juste plus efficace. Tu as le couteau entre les dents. Tu mets tout ce que tu peux sur tes dettes. Puis une fois que tes dettes sont remboursées, là, tu focuses. Si on s'entend, alors, je parle de dettes de consommation. Je ne parle pas, mettons, une hypothèque. Puis je ne parle pas des immeubles à revenus, mettons des dettes d'hypothèque d'immeubles à revenus. On parle vraiment de dettes de consommation. Fait que carte de crédit, marge de crédit, des prêts auto, des prêts personnels, tout ça. Si tu as beaucoup de dettes, tu clenches ça le plus rapidement possible. Puis tu t'arranges pour vraiment être agressif puis dire OK, tout ce que je peux mettre, je le mets là-dessus. Puis une fois que tes dettes sont clenchées, tous tes paiements que tu faisais dans tes dettes, tu le pognes après puis tu le mets en investissement. Fait que là, c'est facile de mettre de l'argent de côté parce que tu es déjà habitué de rembourser tes dettes puis de ne pas avoir cet argent-là. Mais là, au lieu de payer quelqu'un d'autre, la banque, la caisse puis les visas, ben là, tu payes toi puis au lieu de payer de l'intérêt, tu vas gagner de l'intérêt. Fait que là, ça commence à être pas mal plus motivant quand tu es rendu là. Ça, c'est beau, ça, c'est fait. Dette de plus de 10% ou avant. Good, parfait. Excellent. Fait que, deuxième sujet. Ça en est un gros. Ça en est un gros à tabarouette. Puis là, je vais sûrement avoir plein de monde qui va encore pas être d'accord puis comme m'envoyer du hate. Mais, dans le fond, ce que je veux parler, c'est le côté être propriétaire ou locataire. Okay? Donc, autrement dit, est-ce qu'acheter une maison, c'est vraiment un bon investissement? Est-ce que c'est vraiment un move incroyable? C'est-tu comme le Klondike? Puis genre, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça? Parce que je fais souvent des clips sur les réseaux qui disent que des fois, la location, ça peut être bon, que d'être locataire, ça peut être même excellent. Puis là, j'ai tout le temps du monde qui ils ont juste vu le clip de 30 secondes, puis là, ils me parlent « Ouais, mais moi, j'ai acheté ma maison en 1985, je l'ai revendue du temps, puis tu sais, puis là, j'ai plein d'histoires de ça. Puis c'est bien correct. Puis là, je veux juste remettre une couple de choses au clair par rapport à ça. OK? Fait que là, on va régler la question là, puis ça va être fait. Dans le fond, je vais juste régler 2-3 affaires en partant. OK? Premièrement, c'est vrai que si mettons, tu as une maison, puis tu payes ta maison toute ta vie, versus un locataire qui a juste payé son loyer puis qui n'a rien fait d'autre, c'est vrai que quelqu'un qui a une maison, ben au moins, il va avoir accumulé quelque chose. C'est vrai. Fait que là-dessus, je ne suis pas contre ça. Je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est que qu'est-ce que ça fait s'il y a un locataire qui est intelligent et qui profite du fait que ça lui coûte moins cher pour faire d'autres investissements? C'est là qu'il y a un calcul à faire et que ça devient intéressant. Fait que moi, autrement dit, je ne suis pas là pour dire que c'est pas bon d'acheter une maison, puis qu'il ne faut pas acheter une maison, puis qu'il ne faut jamais être propriétaire. C'est pas ça. Ça dépend des gens. Par contre, je veux remettre les choses en perspective. Parce que là, le gros problème en ce moment, c'est que les gens, avec les années COVID, pensent que l'immobilier, ça fait juste monter tout le temps, puis ça va tout le temps être cette augmentation de valeur-là. Puis les gens pensent juste à court terme. Fait qu'ils ne remettent pas les choses en perspective. Fait que moi, ce soir, c'est un petit peu ça que je veux faire. C'est comme, oui, ta maison, si tu l'as achetée en 2020, tu l'as revendue en 2025, c'est sûr, tu as fait un bon profit, puis ça a été un bon move d'acheter une maison en 2020. Je ne dirais pas le contraire. Je suis premier à dire que c'était super bon d'acheter en 2020. Par contre, si tu gardes ta maison pendant 25 ans, il faut que tu calcules toute la réalité sur 25 ans, tu comprends? Puis c'est là que les gens ne font pas ce job-là, puis qu'en bout de ligne, c'est pas si spectaculaire que ça. Puis c'est juste ça que je veux mettre dans la tête des gens pour être sûr que quand ils prennent une décision, ils le font pour les bonnes raisons. Parce qu'une maison, dans le fond, ça peut être excellent, puis ça peut être correct, ou ça peut être pas très bon aussi. Fait que c'est vraiment comme, c'est du cas par cas. Puis oui, ça augmente dans le temps. Mais la question qu'il faut se poser, c'est quel coût d'opportunité, à quoi j'ai renoncé en ayant une maison versus d'autres investissements. Fait que là, ce que je veux faire, OK, c'est que je veux commencer avec le côté financier, strictement financier de la chose, OK? Puis après ça, on va rajouter les émotions puis la vraie vie, OK? C'est juste ça qu'on va commencer, on va le décortiquer de même, OK? Parce que je le sais qu'une maison, c'est pas juste financier, puis
C'est pour ça que je dis que c'est pas ça que je dis qu'il faut juste être locataire toute sa vie. C'est vraiment pas ça. Je dis juste que faut comprendre des affaires pour être capable de juger si acheter une maison, c'est un bon move pour nous autres, pour notre situation. Fait que là, on va commencer par décortiquer le côté strictement financier de la chose. Puis après, comme je disais, on rajoutera les émotions puis la vraie vie. OK? Donc, dans le fond, une maison, OK, premièrement, la première erreur que les gens font, c'est que, mettons qu'ils achètent, je vais te donner un exemple que je fais dans l'information. Okay? J'ai les chiffres juste à côté ici. C'est comme, mettons que quelqu'un en ce moment, il est dans un logement, ça coûte 1 700$ par mois pour se loger. OK, mettons, d'un condo, par exemple. Puis là, l'hydro, ça coûte 100$. Fait que c'est 1 800$ par mois que ça coûte pour se loger. OK? Là, après ça, la personne a dit, je vais m'acheter une maison. Puis là, si on regarde un peu les équivalences dans le marché, là, en passant, moi, j'ai fait mes chiffres avec le marché du Saguenay. OK? Fait que là, je n'ai pas fait une situation pour toutes les places du Québec. Mais mettons, un loyer à 1 700$, puis une maison à 400 000$, tu downgraderas pas trop. Tu vas rester pas mal similaire en termes de luxe, puis de tout, de décor, puis tout ça. Fait que, mettons, la personne a dit, parfait, je vais m'acheter une maison à 400 000$. OK? Bon. Premièrement, on s'entend qu'on oublie le côté, mettons que la maison, elle vaut ce prix-là. OK? Fait qu'on s'entend que si elle paye 400 000$, puis elle en vaut 200, parce que c'est vraiment comme, là, il se fait vraiment avoir dans la transaction, on s'entend, tu n'achètes pas ça, c'est pas un bon move. Fait que là, on va partir du principe que la personne, elle achète une maison au juste prix. OK? Ça vaut 400 000$, puis c'est un bon prix, puis c'est correct. Parfait. Là, la première erreur que les gens font, c'est qu'ils vont juste calculer le montant de l'hypothèque. Fait qu'ils vont dire, exemple, OK, une maison de 400 000$, mettons que je mets 5 % de mise de fonds. J'ai besoin de mettre 20 000$ de mise de fonds, puis mettons, en mettant 20 000$ de mise de fonds, je vais avoir une hypothèque de 2 300$ par mois. Fait que j'ai juste, dans le fond, ça me coûte juste 500$ de plus, parce qu'en ce moment, ça me coûte 1 800$ avec l'hydro. Ça me coûte juste 500$ de plus, puis je suis propriétaire. Fait que c'est bien mieux d'être propriétaire. Au moins, je vais avoir une propriété qui va me revenir, puis je ne lancerai pas mon argent dans le feu, puis nanana, nanana. Mais une maison, c'est pas juste une hypothèque. OK? C'est pas juste une hypothèque, c'est des taxes, c'est de l'électricité, plus cher que dans un logement. Si tu as une piscine creusée, un spa, puis un garage, puis toute la patente, c'est comme ça peut monter beaucoup plus. De l'entretien, des rénovations, puis des assurances. OK? Fait que là, mettons que j'exclus les rénaux. OK? Mettons que j'exclus les rénaux, je fais juste mettre les frais que tu es sûr que tu vas avoir. Donc, taxes, électricité, entretien, assurance. OK? Pour une maison de 400 000, le minimum que ça va coûter, OK? Je n'ai fait en masse des projections de maison puis tout. Fait que le minimum que ça va coûter, là, pour tout inclus, c'est 3 400. Ça se peut que ça soit plus que ça, OK? Mais c'est 3 400 si tu inclus l'entretien moyen que tu vas payer. Parce que souvent, les gens, ils oublient de mettre l'entretien moyen. Ils oublient de mettre le 400$ par mois de moyenne qui fait 5 000$ par année juste pour l'entretien, le déneigement, le gazon, le ci, le ça. Vu que ce n'est pas un frais fixe à chaque mois, ils ne le mettent pas dans le calcul. OK? Fait que, mais il faut le calculer. Fait qu'au final, c'est 1 600$ de plus que ça coûte par mois. C'est pas juste 500. C'est 1 600$ de plus que ça coûte. Fait que presque le double du loyer en ce moment. OK? Fait que là, si on regarde le côté financier de la chose, OK? Puis quelqu'un dit, je m'achète une maison parce que c'est un investissement. Puis c'est vraiment sa motivation première. Il dit, moi, je ne veux pas lancer mon argent par les fenêtres. C'est pas vrai que je vais enrichir un propriétaire. Je vais me payer moi-même. Je vais m'acheter une maison. Fait que mettons que la personne fait ça pour cette raison-là. C'est là où il y a un calcul à faire. Parce que si on parle strictement financièrement parlant, le coût d'opportunité qu'il faut calculer, c'est parfait. Ta mise de fonds de 20 000 que tu as mis au début, elle n'est plus dans tes placements. Tu l'as sorti pour mettre en mise de fonds. Après ça, ton 1 600 par mois que tu vas payer sur ta maison, techniquement, tu n'es pas prêt à l'avoir. Fait que ça veut dire que tu aurais pu le prendre puis l'investir si tu étais prêt à ne pas l'avoir. Tu comprends? Fait que là, ton 1 600$ par mois, plus ton 20 000, qui continue de travailler, si tu le mets, par exemple, dans un fonds indiciel pendant 25 ans, la durée normale d'une hypothèque, OK? Bien, dans 25 ans, tu vas avoir accumulé 1,4 million si le fonds a fait 7 %. Si ça a fait 8 % tu vas avoir quasiment 1,7 million. Puis si ça a fait 9 % de rendement moyen, tu es rendu quasiment à 2 millions. OK?
C'est ta maison, elle, que tu as payé 400 000. Si, en moyenne au Canada, si on regarde les 30-40 dernières années, mettons, sur une période longue, en moyenne, ça va être entre 4 et 5 que ça va augmenter, plus aux alentours de 4, la prise de valeur des immeubles du housing en moyenne, ça va être ça. OK? Fait que ça veut dire que si ta maison a pris 4 de valeur dans les 25 dernières années, OK? Ben, en fait, dans les 25 prochaines années, ta maison va valoir 1,1 million à peu près que tu vas pouvoir la vendre. OK? Si ça a fait 5 puis que ça a vraiment été excellent pendant encore 25 ans, mettons, là, puis ta moyenne est à 5 d'augmentation pendant 25 ans, c'est 1,4 million que tu vas avoir d'accumuler, que tu vas pouvoir vendre ta maison. Fait que, dans le pire des cas, si tu investis dans un fonds index, tu es à 1,4, puis dans le meilleur des cas, dans l'immobilier, tu es à 1,4, tu comprends? Fait que ça revient pas mal au même. Par contre, ça se peut que ça soit un peu plus d'un ou l'autre des deux côtés, puis c'est ça que je vais toucher, parce que le calcul ne tient pas compte de certaines affaires qui sont importantes de mentionner. OK? Puis aussi, quand tu as une maison, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut que tu vendes la maison pour toucher l'argent. Parce que c'est bien beau de dire ma maison vaut 1,3, OK? Mais quand tu as une maison à 1,3, tu penses-tu que tu vas vendre pour downgrader d'une maison de 600 000, mettons, puis aller toucher le 700 000 de différence? Tu comprends? Fait que sur papier, oui, tu es plus riche, mais dans la réalité, l'argent, tu ne l'as pas vraiment, tu comprends? Fait que aussi, même si ton hypothèque est finie de payer, il ne faut pas oublier que tu continues quand même à payer les taxes, l'entretien, puis toutes les affaires reliées à la maison, l'hydro, puis toutes les autres choses qu'on a dit tantôt. C'est juste l'hypothèque qui n'est plus là. OK? Fait que tu continues de payer ça aussi après. Fait que ça ne coûte pas plus rien avoir une maison quand tu as fini de payer. Parce que des fois, il y a bien du monde qui font ah, ben, tu sais, plus vite elle finit de payer, après ça, moi, ça ne me coûte plus rien pour vivre. Non, ça coûte quand même des frais pour vivre, pareil, après. OK? Fait que là, ça, c'est le côté financier, strictement financier. Après ça, OK, le calcul ne tient pas compte de certaines variables qui sont quand même très importantes de mentionner parce que c'est dur de faire un calcul qui est ultra précis à cause des choses que je vais dire là. Mais c'est juste, moi, je suis là juste pour que tu aies une réflexion et que tu sois en mesure de. C'est pas tout noir ou tout blanc, OK? Parce que c'est pas automatique qu'être propriétaire, c'est sûr que c'est bon. Puis c'est pas automatique qu'être locataire, c'est sûr que c'est mauvais, tu comprends? C'est comme, ça dépend de plusieurs choses. Et le calcul que je viens de faire là ne tient pas compte, OK? De l'inflation, donc de l'augmentation du loyer. Fait que si quelqu'un va dire, ouais, Fred, là, ça te coûte 1 700, mais à chaque année, ça va augmenter. Vrai. Sauf que tous tes frais, qui n'est pas ton hypothèque, vont augmenter aussi avec l'inflation. Donc, oui, le loyer va coûter un peu plus cher, mais toutes tes affaires vont coûter plus cher aussi, puis ça ne s'équivaut pas tout à fait, parce qu'il en manque un peu, parce que la différence n'est pas la même que le coût du loyer. Les frais de la maison, autrement dit, c'est pas autant que le coût du loyer, mais reste qu'il y a quand même une augmentation qui est faite aussi à ce niveau-là à cause de l'inflation du côté de la maison. OK? Fait que ça n'en tient pas compte dans le calcul. Après ça, les rénovations. Penses-tu que tu ne feras pas de réno pendant 25 ans puis tu vas avoir la même cuisine, la même salle de bain puis tout va rester pareil? C'est comme, oublie ça, OK? Oublie ça. Fait que là, si tu inclus, après ça, 100 000 ou 150 000 de réno, ben il faut que tu le calcules dans ton rendement à la fin, tu comprends? Il faut que tu considères ça pour comparer des pommes avec des pommes puis être sûr que tu as fait le bon calcul puis le bon rendement. Parce que souvent, les gens ils calculent, ah, je l'ai acheté de temps, je l'ai vendu de temps. T'as peu, là. Entre les deux, tu as eu des dépenses, puis il a fallu que tu supportes la maison, puis tu payes tous les frais à chaque mois. Puis là, ben ça, il faut que tu le calcules pour vraiment arriver au résultat. Ça a-tu été une bonne affaire ou pas? Mais ça, la plupart des gens ne le font pas. Ils ne savent même pas comment faire le calcul. Tu comprends? Fait que là, c'est pour ça que je te dis, c'est pas juste le prix d'achat et le prix de vente. C'est pas la réalité. OK? Après ça, ça ne tient pas compte des frais de départ. Fait que, exemple, la taxe de bienvenue, le notaire, mettre ça à ton goût quand tu rentres dans la maison, souvent, ça va être un 10 à 15 000 en plus de la mise de fonds. Fait que là, si j'avais mis 15 000 de plus qui travaillent dès maintenant, ça aurait avantagé encore plus le locataire, tu comprends? Fait qu'il y a ça aussi qui ne tient pas compte. Après ça, ça ne tient pas compte d'un rendement qui aurait été plus élevé. Exemple, là, j'ai parlé d'un fonds indiciel. Mais mettons que quelqu'un a décidé d'investir dans sa business puis que son rendement a été beaucoup plus élevé que ça. Puis exemple, sa mise de fonds,
il l'a mis, son 20 000, il l'a mis dans sa business pour starter sa business, puis son 1600 par mois, il l'a investi dans sa business parce qu'il n'avait pas besoin de le mettre dans sa maison. Puis sa maison, sa business, il avant, je ne sais pas moi, 10 millions dans 25 ans. On s'entend que son retour sur investissement, il a été pas mal plus payant aussi de faire ça, tu comprends? Fait que si ton rendement il est plus élevé parce que tu fais d'autres sortes d'investissements qui sont plus payants qu'avoir 7, 8, 9 comme investir dans sa business, ça peut être ça, bien, c'est comme si c'est encore plus avantageux de ne pas avoir eu la maison, tu comprends-tu? Fait qu'il y a ça aussi. Après ça, l'intérêt plus élevé, là, j'ai calculé avec un intérêt de 5 sur une hypothèque, mais mettons que l'hypothèque avait été à 6 en moyenne sur 25 ans. Bien, ça avantage encore plus le locataire. Par contre, si la moyenne aurait été à 4, ça aurait avantagé, mais que ça soit en bas de 5 pendant 25 ans, ça serait quand même très surprenant. Fait que 5, je pense que c'est quand même très réaliste. Puis, ça ne tient pas compte de la fiscalité non plus. Donc, c'est-à-dire, quand tu as une résidence principale, c'est net d'impôt quand tu la revends plus tard. Mais ça dépend aussi de ce que tu as fait avec tes investissements. Parce que des fois, il y en a qui vont dire ouais, mais tu sais, l'argent que tu as fait, tu l'as placé, puis ça va être imposable. Mais ça peut. Si tu l'as placé en CELI, une bonne partie, ça ne sera pas imposable. Après ça, si tu as pris des REER, mais que tu les décaisses d'une façon stratégique, ton impôt ne sera pas très élevé non plus. Tu vas avoir eu un avantage fiscal au départ que la maison ne t'a pas donné, mettons, un retour d'impôt que le REER te donne. Après ça, tout va dépendre aussi de tes choix de placement si c'est une partie non enregistrée. Fait que, tu sais, ça ne sera pas tout imposable, là, le gain, loin de là, là. Fait que les gens, des fois, ils pensent « Ah, je vais payer ma maison, c'est non imposable. » Oui, mais parce que tu pourrais avoir des placements non imposables ou très peu imposés aussi de l'autre bord. Ça dépend, tu sais, de plusieurs choses. Mais ça n'en tient pas compte. Puis, ça ne tient pas compte non plus d'un logement ou d'une maison qui est moins dispendieuse ou plus dispendieuse. Fait que, par exemple, si ça te coûte en ce moment 1000 $, à être locataire parce que tu as vraiment un deal, puis c'est comme, je sais pas, moi, c'est tes parents qui te font vivre dans une moitié de maison, puis ça te coûte rien vivre, puis tu es super bien. Genre, ben, c'est encore plus avantageux de rester locataire. Si, par contre, ça te coûte 2500 être locataire, puis la maison que tu veux t'acheter, exemple, elle coûte 3000 tout inclus, ce qui serait étonnant, là, mais tu sais, pour le bien de l'exemple, ben là, c'est mieux d'aller propriétaire, tu sais. Fait que c'est tout ça que ça ne tient pas compte. Fait que moi, tout ce que je veux amener aujourd'hui, c'est juste une réflexion à dire, t'as peu, là, c'est pas juste automatique que si j'achète une maison, c'est bon. Puis c'est pour ça, moi, c'est juste pour breaker du monde, surtout les plus jeunes, qui pensent que s'ils n'achètent pas de maison, sont soit des losers, ou que s'ils n'achètent pas de maison, sont en retard, ou que s'ils n'achètent pas de maison, c'est une catastrophe financière. Tu comprends? C'est pas ça. Si tu es intelligent avec la différence, puis que tu profites du fait d'être locataire, puis que ça te coûte moins cher pour faire des bons investissements, ça peut être plus payant d'être locataire. Puis je ne te dis pas de rester locataire 25 ans non plus. Tu peux être locataire juste 5 ans, mais quand tu vas arriver pour acheter ta maison, tu vas pouvoir faire tous les moves les plus optimales avec le RAP, le CELIAP, mettre une plus grosse mise de fonds, payer moins d'intérêts et tout le kit. Puis genre, ça va te permettre aussi de peut-être profiter d'opportunités qui peuvent arriver sur le marché qu'il n'y a pas en ce moment. Mettons qu'il arrive une récession éventuellement. Puis là, ben, tu sais, c'est toutes des choses qu'on ne sait pas, mais tu sais, qui peuvent arriver. Fait que c'est pour ça que les jeunes qui sont pressés d'acheter une maison, puis qui n'ont pas une grosse mise de fonds, des fois, ça peut être un couteau à deux tranchants parce que si tu as une maison puis que tu es déjà cassé, tu vas être encore plus cassé après. Okay? C'est comme la maison, tu n'enrichiras pas si tu n'as pas les moyens de la payer. Okay? Ça va juste te tirer vers le bas. Fait qu'il faut juste que tu achètes ta maison, autrement dit, pour les bonnes raisons. Okay? Puis c'est pour ça que, dans le fond, je veux juste remettre les choses en perspective parce que pendant le COVID, ça a été excellent. Okay? Fait que si tu as acheté une maison pendant le COVID, on s'entend, c'est sûr que tu as fait de l'argent, comme je viens de dire. Sauf que si tu l'as pendant 25 ans, il faut que tu t'assures que tout va être correct, que tu es capable de le supporter pendant 25 ans. Parce que strictement financièrement, je vais te donner un autre exemple okay, que j'aime bien. J'ai une madame, okay? Elle a acheté sa maison en 1980, elle l'avait acheté 40 000. Okay? Puis elle l'a revendu 225 000 en 2019, fait 40 ans plus tard. Fait qu'elle, dans sa tête, c'est comme, hey, 40 000, 225 000, hey, ça s'est doublé 2 fois et demi, tabarouette, hey, c'est tout un investissement. Mais quand tu calcules le rendement réel, mettons, puis qu'exemple, sa maison, elle l'avait payé cash, par exemple, pour faire sa simple, bien, son 40 000 qu'elle a mis, c'est l'équivalent d'avoir eu un rendement de 4,4 tu comprends, par année pendant 40 ans. Fait que c'est rien d'exceptionnel. La prise de valeur a juste été 4,4 pendant 40 ans. Puis, fait que c'est rien de malade. Là-dessus,
on ne compte pas les rénaux qu'elle a mis, on ne compte pas toutes les affaires. Fait que, tu sais, c'est tout ça. Fait que la maison, sur le long terme, c'est bien, mais c'est rien d'exceptionnel. Puis les gens, ils pensent, mettons, hey, ça a fait 100 000 l'année passée. OK, mais si ta maison elle vaut 1 million, qui a pris 100 000 de valeur, ça a pris 10 mais tu peux, mettons, le SP500, il peut avoir fait 25 cette année-là, tu comprends? Fait que si tu avais eu 1 million dans le SP500, par exemple, ben, ça aurait pu être bon aussi. Tu sais, c'est juste ça que je veux amener comme point. Fait que, dans le fond, ce qui est juste important de retenir, OK, c'est que je m'adresse aux gens qui sont en ce moment en train de se demander, on achète-tu une maison plus grosse ou je suis locataire en ce moment, puis j'ai peut-être pas le goût de m'acheter une maison ou je pense à m'acheter une maison, mais je ne suis pas sûr que si c'est le meilleur move ou si c'est vraiment un bon move parce que c'est tellement rendu cher et tout ça. Fait que c'est juste ça que je t'invite à avoir comme réflexion parce que si tu es entrepreneur, tu es en affaires puis tu es dans le business, tout ce qui a du pouvoir sur gagner des revenus plus élevés, probablement que d'avoir une maison tout de suite, tu es peut-être mieux d'investir dans ta business, puis dans ta pratique, puis dans tes choses, ça va être plus payant. OK? Pour quelqu'un qui n'a vraiment aucune discipline, puis il n'a vraiment pas une bonne tête sur ses épaules, puis que sa seule épargne dans sa vie, ça va être sa maison, c'est comme passer de l'épargne forcée, bien OK, oui, achète une maison, c'est correct, mais je ne m'adresse pas à cette personne-là. Je m'adresse à une personne qui est capable de dire, OK, si je suis locataire, je vais être assez intelligent pour faire des moves wise, puis ça va me permettre de peut-être m'enrichir puis de faire un move plus optimal quand je vais acheter ma maison. Puis dans le fond, la maison, autrement dit, si on ajoute maintenant les émotions puis qu'on oublie le côté, mettons, strictement financier, okay, puis qu'on ajoute le côté des émotions, il faut que tu l'achètes pour les bonnes raisons. Puis quand je dis l'acheter pour les bonnes raisons, ça veut dire que tu veux un terrain, tu veux la qualité de vie que ça t'apporte, tu veux plus d'espace, tu veux avoir un sous-sol. Donc, tu veux recevoir du monde chez vous puis pas être obligé de demander la permission puis tout. Fait que ça, c'est toutes des choses qui sont non financières, mais qui ont une valeur pour des gens. Puis ça, c'est bien correct. Fait que si tu achètes ta maison en premier lieu en disant je l'achète pour toutes ces raisons-là, puis même si ça me coûte plus cher à long terme, puis que ça aurait été un peu plus payant peut-être d'être locataire, je suis très à l'aise avec ça parce que ça m'amène une qualité de vie que je n'aurais pas si je suis locataire. C'est bien correct. Achète-là ta maison, j'en ai pas de problème. Puis comme je te dis, je ne dis pas qu'il faut être locataire toute sa vie non plus. Je dis juste qu'il y a une période de ta vie que si tu es locataire, c'est vraiment pas dramatique, puis que ça peut te permettre même de t'avantager éventuellement. C'est juste ça que je dis. Puis d'acheter ta maison quand tu es prêt financièrement, c'est super important pour éviter de faire un move que tu peux regretter après. Parce que quand tu achètes une maison, puis que tu n'es pas prêt, puis qu'après ça, il arrive une séparation, puis que vous étiez déjà là, bien là, il faut que tu revendes la maison, puis là, tu es peut-être obligé de la vendre à perte parce que là, il faut que tu vendes vite, puis là, c'était une construction neuve, puis là, il y avait la taxe à payer, puis là, finalement, la maison n'a pas pris de valeur. Fait que là, c'est tout ça qui peut arriver. Fait que tu peux très bien te retrouver d'avoir acheté une maison, puis après un an ou deux, tu peux perdre de l'argent, tu comprends? Si c'est, on va dire, pas des années COVID, là, tu me suis? Fait que c'est juste ça qu'il faut retenir. Fait qu'une maison, ce n'est pas automatiquement un investissement incroyable. Puis là, je parle vraiment strictement de maison pour se loger. Fait que je ne parle pas d'immeuble à revenus, je ne parle pas d'immeuble locatif. Ça, c'est vraiment des investissements parce que ça génère des revenus. Là, je parle juste d'une maison pour se loger. That's it. C'est tout toi qui assumes les frais à 100 %. Ça, puis by the way, en passant, là, un autre cue que je te donne, si tu es tout seul, tu es célibataire, achète pas de maison tout seul parce que tu vas absorber tous les frais qu'une maison engendre tout seul, puis ça va vraiment coûter cher, tu comprends-tu? Puis c'est un gros contrat d'absorber une maison tout seul. Fait qu'à moins que tu sois un médecin spécialiste, tu gagnes 700 000 par année, puis comme tu as clairement un moyen, OK, pas de trouble. Mais tu sais, je veux dire, pour la plupart des gens, assumer une maison tout seul, ce ne sera pas un bon move financièrement parce que c'est juste comme trop cher. Fait que tu es mieux d'attendre d'être avec quelqu'un ou d'acheter un immeuble qui va pouvoir générer des revenus. Fait que, par exemple, tu habites en haut et tu loues des chambres étudiantes en bas, ou un triplex ou un quadruplex, mais qui est capable de générer des revenus pour pas que tu aies à assumer tous les frais en entier toi-même. Si le côté strictement investissement, ça, si tu veux être propriétaire seul, je te conseille que ça génère des revenus parce que sinon, c'est tout un contrat à assumer une maison tout seul. Puis le bonheur que la maison, tu penses que ça va t'amener, si tu es à côté là et que tu es prisonnier de ta maison, je te le dis,
tu vas le regretter, ta maison. Puis c'est pour ça aussi que je veux passer ce message-là, parce que j'en ai vu des gens que même si la maison a pris de la valeur, puis qu'ils ont fait, on va dire, un move correct, bien, la maintenir, cette maison-là, à chaque mois, puis la supporter d'un paiement, ça les mettait là. Puis là, c'est là qu'ils se rendaient compte, crème, on aurait pu avoir une maison qui nous coûte moins cher, prendre cet argent-là, puis avoir plus de temps, puis faire plus de choses, des expériences, exemple des voyages, ou réutiliser cet argent-là, puis faire en sorte qu'on aurait eu plus de bonheur, entre guillemets, dans notre vie que juste être prisonnier de notre maison. Tu comprends? Si ta maison, tu deviens prisonnier de ça, c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon. Puis je vais terminer le point ces maisons, puis après ça, je vais aller voir les commentaires puis répondre un peu aux questions là-dessus. C'est que, dans le fond, quand tu achètes une maison ou n'importe quoi en passant qui est quand même significatif, comme tantôt, je vais parler de voiture, fait que mettons, ça va être les mêmes questions à se poser. Quand tu achètes une maison, les deux questions qu'il faut que tu te poses avant de dire je pense sérieusement à faire le move, il faut que tu répondes à ces deux questions-là en premier. Puis ça, c'est pas la banque qui va te le dire. La banque, elle va juste te dire tu gagnes tant, tu peux emprunter pour tant, merci, c'est réglé. C'est comme ça, c'est pas. Fie-toi pas à ça. Ça donne rien, tu vas te tirer dans le pied. Les deux questions qu'il faut se poser, qui sont des questions de la vraie vie, dans le fond. La première, c'est OK, si j'achète ma maison, est-ce qu'en achetant ma maison, je vais être capable de continuer d'investir à chaque mois pour mes objectifs qui sont très importants pour moi? Fait qu'exemple, mettons que toi, tu as un objectif de liberté financière, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Si ta maison, tu l'achètes, puis qu'à cause de ça, tu n'es plus capable de mettre une scène pour ton objectif d'indépendance financière, tu vas le regretter d'acheter ta maison parce que ça va venir nuire à cet objectif-là qui est vraiment important pour toi. Si ce n'est pas important, c'est correct, mais si c'est important pour toi, puis que la maison vient nuire à ça, là, tu vas le regretter d'acheter ta maison tôt ou tard, je te le garantis. L'autre question qu'il faut que tu te poses, c'est OK, je suis capable de continuer d'investir, parfait. Est-ce qu'en achetant ma maison, je suis capable de continuer d'avoir un train de vie que je trouve qui me convient dans le fond? Fait que je suis capable de continuer d'avoir du fun. Parce que comme je dis, si tu deviens prisonnier de ta maison, puis que tout ce que tu fais, c'est payer ton hypothèque, puis tes taxes, puis tes affaires, puis tu n'es plus capable d'aller au restaurant, puis tu n'es plus capable de rien faire, je te le dis, tu vas le regretter aussi plus tard. Fait que si tu es capable et de continuer à investir, et de continuer d'avoir une vie qui te convient, un rythme de vie qui te convient, puis une qualité de vie qui te convient, là, tu peux commencer à dire, parfait, je peux acheter une maison, puis regarder, après ça, faire les calculs pour commencer à regarder ça plus sérieusement. Mais si les deux réponses en partant, c'est comme, non, si j'achète une maison de temps, ça va, puis là, ça me nuit à ça, c'est comme, OK, non, ça vaut pas la peine de le faire, comme je t'ai dit, parce que c'est sûr, tôt ou tard, tu vas le regretter. Je l'ai vu tellement de fois, fait que là, je fais juste comme le communiquer pour que ça soit clair. La maison ou n'importe quel bien matériel ne viendra pas te donner le bonheur que tu t'imagines que ça va te donner, ça ne viendra pas compenser le malheur que tu vas avoir plus tard si tu as tout sacrifié, mettons, pour avoir ça, tu comprends-tu? Puis si tu avais d'autres objectifs qui étaient vraiment importants pour toi, comme la liberté financière ou des choses comme ça plus à long terme. Fait que, OK? C'est juste ça un peu que je voulais dire par rapport à la maison. C'est un gros point qui est super important. Puis qu'il y a bien des gens qui pensent qu'automatiquement acheter une maison, c'est un bon move, mais non, ce n'est pas le cas. Puis je ne dis pas que tu ne peux pas faire d'argent, je ne dis pas que c'est pas bon, je dis juste qu'il faut qu'il y ait une réflexion qui se fasse pour être sûr que tu fais un move en connaissance de cause, puis que tu ne penses pas qu'automatiquement tu as une maison puis tu es parti pour la gloire. Parce que des maisons, des gens qui avaient des maisons puis qui ont fait faillite, j'en ai déjà vu. OK? Fait que c'est pas parce que tu as une maison que tout va bien automatiquement. OK? C'est pas ça. Fait que je vais aller lire un petit peu de commentaires. Je vais remonter parce que là, il y en a eu une coupe. Pour faire ce. OK, good. OK, c'est bon. Yes. Dépenses perpétuelles, car c'est anxiogène de voir les prix des propriétés. Quand on calcule les taxes et l'entretien, le rendement sur 30 ans n'est pas terrible. Non, effectivement. C'est ça, quand tu calcules tous les frais, c'est pas si malade que ça. Mais il faut avoir un toit. Effectivement, comme je te dis, c'est juste, il faut que tu saches ton toit, il te coûte combien. C'est juste ça qu'il faut que tu prennes tout en considération. Acheter une maison, j'appelle ça de l'épargne forcée. En effet, sauf que comme je te dis, si c'est ta seule façon d'investir, c'est peut-être parce qu'il manque quelque chose au niveau de tes comportements, de tes habitudes ou de ton mindset qui fait que
c'est peut-être pas optimal, tu comprends? Parce que quelqu'un qui fait juste payer sa maison, il perd des opportunités d'investir ailleurs, c'est sûr. Si tu as une maison et qu'en plus tu fais d'autres affaires, bien correct, c'est comme ça fait partie du patrimoine, bien beau. Mais juste une maison puis rien d'autre, c'est vraiment pas un bon move selon moi. Problème de travail pour ouvrir, fermer terrain, payer encore et encore, rénover encore. Ah, c'est un puits sans fond, une maison. Là. C'est ça, je te dis, quand tu inclus tous les coûts, je l'ai fait, là, je les ai vus les débourser, là, des gens qui ont des maisons puis des constructions neuves, c'est encore pire, là, parce qu'ils t'appellent pour sortir l'argent pour faire leurs travaux, ou ils s'endettent, puis tu sais, comme c'est tout dans le dossier, tu le vois. Fait que là, c'est comme, je le sais combien que ça coûte, là. Je l'ai fait plein d'accompagner des gens qui achètent des maisons. Fait que tu sais, c'est ça l'avantage quand t'es plan fine, c'est que moi, ce que je te dis là, c'est la réalité, c'est pas ton chumé qui t'a dit une portion de l'histoire puis que t'as pas tout dit, ou c'est pas quelqu'un que t'as vu puis que tu as juste entendu parler à travers les branches que c'est ça. C'est comme, non, moi, j'ai toute la réalité, puis là, je te communique cette réalité-là parce que je l'ai vue souvent, à cause que je rencontre des gens qui me parlent de leur situation financière. Fait que c'est ça l'avantage, c'est que moi, je peux vraiment te donner de l'information tangible, puis c'est de la vraie vie, tu comprends? C'est des vrais chiffres. Investir dans des placements FNB indiciels ou immeubles à revenus au Québec, qu'est-ce qui vaut le plus la peine? Ça dépend de tes skills. Si tu as vraiment des skills en immobilier, l'immobilier, ça peut être vraiment ce qui est le plus payant. Puis si l'immobilier, ça te fait chier, ben écoute, t'es mieux d'investir dans les FNB indiciels. Parce que pour faire de l'argent en immobilier, il faut que tu sois quand même bon. Puis pour être bon, ben il faut quand même que tu aimes ça un peu. T'sais. Fait que si tu n'aimes pas ça et ça te fait chier de l'immobilier, investis pas là-dedans, tu ne feras pas tout ce qu'il faut pour que ça soit payant. Pour que ça soit vraiment payant, dans le fond. Fait que c'est comme n'importe quel business. Il faut quand même que tu startes de quoi que tu penses qu'il y a un potentiel, mais aussi que tu as un intérêt. T'sais. Quand tu as un terrain et que tu n'as personne qui fait chier, pense que ça vaut de l'argent. Oui, effectivement, ça, je te dis, ça, c'est des choses qui ne sont pas non financières, mais qui ont une valeur. Puis pour certaines personnes, un grand terrain avec la paix et la vue sur l'eau, ça peut valoir extrêmement cher. Puis c'est bien correct, comme je te dis, ça, c'est personnel à chacun. L'investisseur Warren Buffett a acheté sa maison actuelle en 1958. Il l'a payé 31 500. Sa propriété est aujourd'hui évaluée à 700 000, mais s'il avait plutôt investi 31 500 dans le marché boursier, ça vaudrait plus de 23 millions de dollars. Merci, c'est en plein ça. Faut-il s'étonner que Buffett ait passé sa vie à acheter des entreprises et non des villas? Nicolas Bérubé de Zéro à Millionnaire, ouais, c'est un excellent livre. Je l'ai déjà lu, je me rappelais de cette quote-là. Mais c'est en plein ça. Plus tu investis pendant longtemps, plus le marché boursier, c'est bon, tu comprends? Fait que c'est pour ça que les gens, vu qu'ils voient tout le temps juste le court terme, puis les dernières années, le COVID, hey, ça a été payant, l'immobilier, ça a été bon. Puis là, il y a plein de monde sur Internet que ces réseaux, c'est comme, il faut être propriétaire, tout le monde veut être dans l'immobilier, tu comprends? C'est comme ça, la grosse mode. Fait que là, s'il y a un engouement, puis là, tout le monde pense que c'est ça qui est le plus payant. Mais quand tu regardes les vrais chiffres, puis tu te décolles un peu, puis tu regardes un regard plus neutre, plus externe, c'est comme, oh, t'as peu, ça remet les choses en perspective. C'est comme, OK, non, t'as peu, il n'y a pas juste l'immobilier qui existe. Là. Fait que ça, c'est vraiment une bonne citation. Merci pour ça, Cédric. Les placements dans les fonds, de laisser ça sans toucher à rien pendant plusieurs années, si ça crache, tu risques de perdre gros. As-tu une tactique pour faire fructifier ta mise de fonds et, exemple, récolter aux 5 ans et placer en sécurité, gain? Non. Ça, Rémi, c'est vraiment ce que tu me dis là, c'est la pire stratégie pour t'enrichir. Tu essaies de spéculer, tu essaies d'anticiper le marché. Puis dans le fond, c'est pas compliqué. Si tu as juste 5 ans à investir, tu ne mets pas ça dans des produits qui peuvent vraiment baisser beaucoup. Tu mets ça dans des produits plus safe, puis parce que le but, c'est pas de faire le gros rendement, c'est de conserver ton capital si tu en as besoin. Fait que quand tu investis de l'argent dans des actions, dans des FNB indiciels, dans des fonds communs ou peu importe, qui sont majoritairement en actions, il faut que tu aies 10 ans et plus en avant de toi. Parce que si ça crache dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, il va te manquer de l'argent pour faire ton projet, tu comprends? Puis tu n'auras pas le temps de te remonter. Mais si ça crache et qu'il te reste encore 20 ans en avant de toi, il n'y en a pas de problème. Si on revient à l'exemple de Buffett, là, pendant 60 ans, il a investi dans le SP500. Là, mettons, ça fait ça de même là, tout le temps. Là. Il y a tout le temps de la fluctuation. Mais étant donné que la majorité du temps, ça monte, puis qu'il y a 7 années sur 10 qui sont positives, bien, c'est une ligne qui fait juste monter en bout de ligne. Fait que si tu as laissé l'argent travailler, il n'y en a pas de problème. Le problème, c'est quand tu essaies d'anticiper les marchés, de jouer au plus fin, puis après ça, comme, hey, je vais sortir mon cash, je vais attendre, puis là, quand ça va passer, c'est comme, tout faire ça, c'est de la grosse bullshit, puis tu vas juste te tirer dans le pied, puis tu ne feras pas d'argent à long terme. Parce que oui, à un moment donné, tu vas peut-être faire un bon move, tu vas te trouver intelligent, mais c'est ça le danger. Après ça, tu vas arriver plus tard, puis là, finalement, bang,
tu vas te faire donner une grosse claque, puis là, tu vas vraiment en perdre, puis là, ça va venir tout scraper ton rendement à long terme. Fait que moi, la spéculation, anticiper les marchés, je suis vraiment pas pour ça. Oui, il y en a qui font de l'argent à court terme, mais quand tu regardes sur le long terme, il y en a plein qui ne te parleront pas non plus de leurs mauvais coups, puis à quel point ils ont perdu. Mais moi, ça, je l'ai vu aussi. Des gens qui ont fait des mauvais coups, puis ça, ben, tu le vois pas sur les réseaux. Tu le vois pas quand tu parles avec quelqu'un d'un 5 à 7, il ne te parlera pas de ça. Mais moi, je le vois. Fait que c'est comme. J'en ai vu plein du monde qui ont perdu de l'argent, là. Fait que c'est ça. Après ça, si j'achète mon condo qui vaut 400 000, je me prive de ses rendements et je dois payer autour de 500 par mois de frais, taxes et frais de condo. Oui, exact. Mais là, il faut que tu calcules le déboursé total, combien ça te coûte. Puis tout ça. Merci, Marie-Claude. Je suis content que tu aimes ça. Une fois libre d'hypothèque, tu places ton argent qui servait à rembourser ton hypothèque. Oui, absolument, Serge, je t'en plein ça. Ça, si tu continues et tu l'investis, c'est vraiment important pour être sûr que c'est optimal à 100 % Encore mieux, tu réhypothèques à 100 000 et tu continues à payer ton hypothèque à 3-4 % et tu places ton 100 000 dans des placements si le rendement espéré est plus élevé que 3-4 % Ça, je ferai attention là-dessus parce que oui, mathématiquement parlant, OK, ça fait du sens. Sauf que vu que tu réhypothèques, il y a quand même un risque qui est là parce que tu as de l'endettement qui est fait. Puis, quand tu regardes les études qui ont été faites des millionnaires, tu sais, de Dave Ramsey aux États-Unis, puis qu'il y a vraiment comme les chiffres qui sont les plus étudiés au niveau des millionnaires, là, la plupart ne gossent pas avec 100 000 pour essayer de faire 2-3 % de plus. C'est comme pas de même qui s'enrichissent, là, tu comprends? Parce que quand même que tu as mis 100 000 et que tu as fait un 2 % de moyenne de plus, c'est pas ça qui, dans 10-15 ans, va faire une énorme différence, tu comprends? Fait que c'est comme, je comprends que tu peux aller en chercher un peu, mais est-ce que ça vaut le risque de se réendetter puis le poids que ça peut amener? Il y a des gens pour qui avoir une dette, c'est pas le fun. Fait que je te dirais que c'est pas pour tout le monde. Puis tu peux aussi bien juste continuer d'investir ton montant par mois que le fait que tu n'as plus d'hypothèque au lieu de te réhypothéquer. T'sais. Fait qu'on s'entend, là, je parle pour investir dans des FNB indiciels ou des genres de produits passifs. Si tu pognes ton cash réhypothéqué pour starter une business ou pour investir dans un immeuble à revenus, puis que là, tu veux faire un effet de levier, puis tout, là, c'est pas pareil. Mais tu sais, c'est comme ça peut, effectivement, que ça peut être vraiment payant. Mais là, on parle pas de ça en ce moment. Là, fait que c'est comme pour aller chercher une couple de pourcents de plus dans des genres de produits d'actions ou des valeurs mobilières. Je pense pas que réhypothéquer, c'est nécessairement le meilleur choix pour tout le monde. On répétait que la maison pour investir plus. Bien là, je viens de répondre à ça. Nous avons été propriétaires quand notre fille était jeune pour qu'elle vive stabilité, n'a pas changé, mais nous savions qu'il y avait des coûts reliés. Ça, c'est bon. C'est plate pour les jeunes d'aujourd'hui, mais acheter un chalet sur le bord de la mer, 20 ans puis passer, ça en vaut 200 000 aujourd'hui, mais j'ai mis 100 000 de Renault dessus. Oui, c'est ça. Tu as mis beaucoup d'argent dessus. Un scénario intéressant, jumelant le meilleur des deux mondes, serait d'acheter une maison locative puis rester soi-même locataire ailleurs en continuant de pouvoir cotiser au CELIAP, pouvoir rapper, etc. D'un côté, tu protèges la montée des prix de l'immobilier et de l'autre, que tu demeures locataire à coût moindre tout en profitant des stratégies fiscales. Et une fois rendu à une certaine période de ta vie, tu peux aménager dans ta maison, acheter. Écoute, ça, c'est de la musique à mes oreilles. Toi, tu as compris. Toi, tu as compris la game. Dans le fond, de louer une propriété, dans le fond, d'être propriétaire d'une propriété qui génère des revenus, puis d'être locataire d'où ce que tu habites, ça peut être vraiment excellent. Genre, ta propriété est payée par les revenus, puis si tu as une bonne propriété en plus qui génère beaucoup de cash flow, peut-être que tu as bien acheté, ça peut même payer une partie de toi, ton logement, ce que ça te coûte de l'autre bord. Fait que c'est comme, ça c'est crissement bon, là, ce que tu as dit là comme commentaire. C'est vraiment une stratégie qui peut vraiment être bénéfique si c'est bien fait, d'être own what you rent, puis rent where you live, dans le fond. Tu sais, c'est ça. C'est Grant Cardone, justement, qui est comme bien fan de ça. Puis moi, j'adore cette approche-là. Fait que d'être propriétaire des choses qui génèrent des revenus, puis d'être locataire de l'endroit où tu habites, dans le fond, ça peut être vraiment excellent. La maison, oui, à tout prix. Non. Ouais, idéalement, c'est sûr que c'est le fun d'avoir une maison, le terrain, la qualité de vie que ça amène aussi. Mais c'est ça, à tout prix, non, ça dépend des gens parce qu'il y en a que ça va les amener plus de négatif que de positif la maison, puis il y en a que c'est l'inverse, fait que c'est du cas par cas. Le problème aussi, c'est que les banques prêtent beaucoup trop pour tes moyens de payer. Oui, bien ça, effectivement, Serge, c'est que le problème, c'est que les banques, ils vont juste y aller avec des ratios d'endettement. Fait que c'est correct, sauf que le problème, c'est qu'elle ne te demande pas, ben, tu veux faire quoi quand tu vas être dans ta maison? Tu veux-tu continuer à investir? Tu veux-tu continuer à bâtir ta liberté financière? C'est important pour toi d'être libre financièrement. Après ça,
est-ce que tu vas-tu genre aller dans comme en voyage, tu veux-tu continuer à avoir une qualité de vie, aller au restaurant? Tu sais, c'est quoi que tu veux faire de ton temps, autrement dit? Fait que c'est tout ça que la banque ne te demande pas, mais qui sont des informations extrêmement importantes. Parce que si tu achètes une maison et tu es prisonnier, ben c'est ça, tu n'auras pas de fun, comme on a dit. Ça ne sera vraiment pas le fun. Fait que très bon point. Effectivement, les banques, écoute, c'est pas tes amis la plupart du temps. OK? Combien en actifs devrait-on avoir à 25 ans selon toi, basé sur un salaire de 120 000? Ça dépend depuis combien de temps tu fais le 120 000. Si ça fait depuis un an, si ça fait depuis que tu as 18 ans, écoute, c'est pas pareil. T'as-tu resté chez tes parents ou tu as été tout de suite en appart? Il y a bien des choses qui peuvent varier, mais à 120 000, mettons qu'à 25 ans, si ça fait une couple d'années que tu gagnes ça, tu serais supposé d'avoir quand même plusieurs dizaines de milliers de dollars, puis c'est pas trop difficile d'avoir ça. On déménage dans la région. Oui, ça peut être une bonne option de déménager en région des fois, effectivement. Si on rajoute un 15-20 ans sans paiement de maison, calcul du 1 % de dépenses et taxes, ça doit améliorer le calcul sur le long terme. Oui, sauf que dans le fond, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, tu amènes le point, c'est que quelqu'un dans 25 ans pourrait décider d'acheter sa maison aussi, puis la payer cash, par exemple, avec les investissements qu'il a fait, tu comprends, puis il serait comme un peu au même stade, t'sais. Fait que lui aussi, pour avoir une maison payée, c'est juste qu'il l'a acheté dans 25 ans, tu comprends? Fait que ça pourrait être ça aussi. Fait que la personne ne serait pas obligée d'être locataire pendant 50 ans, mettons. T'sais, ça pourrait l'acheter cash, la maison rendue là, parce qu'elle a fait de l'argent avec d'autres investissements. Merci pour cette comparaison et cette analyse. Bravo. Ben, ça me fait plaisir. Merci. C'est vrai que si on achète une maison, mais que cela ne nous permet plus de profiter de la vie, c'est pas mieux. Non, effectivement, pour l'avoir vécu avec plusieurs clients, je te le dis, tu ne seras pas heureux. 31 000 one-shot, ce qui n'aurait pas été le cas. Je ne me souviens plus c'est avec quoi ça. Buffett n'est pas trop à plaindre. Il n'a pas besoin de vendre sa maison pour arriver. Non, effectivement, mais ça démontre quand même que si un des meilleurs investisseurs au monde se consacre sur acheter des actions puis il dit au monde d'investir dans des produits F&B indiciels à faible coût puis tout ça, ben ça mérite quand même d'être écouté. Là. Quand le gars il vaut plus que 100 milliards puis qu'il a 80 ans d'expérience dans le domaine de l'investissement, ça vaut quelque chose, là, ce qu'il dit. Salut mon homme, from Mascouche. Yeah! From Saguenay, Chicoutimi. Dollar cost average, SP500, TSX, nanana, et un 5% entrepris. Ouais, ça, c'est bon. All-in Bitcoin, ça dépend. C'est vraiment intéressant être son locataire. Ça serait le best. Les loyers sont trop hauts pour que ce soit rentable à investir. Non, ça dépend, comme je te dis, des places. Ça dépend de t'es situé où. Ça dépend de plusieurs choses. Fait que non, parce que, autrement dit, si tes loyers sont vraiment chers à une place, ben, les propriétés souvent vont être extrêmement chères aussi. Fait que le ratio va rester à peu près similaire, tu comprends? Fait que c'est souvent ça quand tu regardes, là, tu fais des calculs, là, c'est comme, même si tu as des loyers d'une place qui sont moins chers, ben, la maison va être moins chère aussi. Puis ailleurs, si c'est plus cher les deux, ça va être plus cher les deux. Puis là, ben, ça reste comme un peu le même ratio, mais il y a des places que ça... Tu sais, autrement dit, c'est que tu peux avoir des places que ça va te coûter 2 000 à être locataire, mais tu pourrais être propriétaire, exemple, pour 3 000 tout inclus, mais tu vas vraiment downgrader en termes de luxe, mettons, ou de qualité que tu avais, tu comprends? C'est comme pour regarder, on va dire, la même équivalent à peu près de qualité, tu sais, puis de luxe, c'est que ça va être le même ratio la plupart du temps. N'économise pas, la maison est une meilleure option pour la majorité. Exactement, seulement 2 % des Canadiens maximisent leur REER et CELI, donc les gens n'économisent pas, la maison est la meilleure option pour la majorité. Oui, mais la majorité des Canadiens ne sont pas éduqués financièrement, puis la majorité des Canadiens font pas des bons choix, n'ont pas des bons comportements, puis n'ont pas des bonnes habitudes. Fait que c'est sûr que si c'est genre, ah ben vu qu'on connaît pas ça, ben on va continuer d'acheter des maisons parce qu'on connaît pas ça, ben c'est un petit peu, mettons, moyen comme stratégie. Au lieu de dire, je vais commencer à m'éduquer un peu plus pour faire des meilleurs moves, puis améliorer mon sort, ben non, à la place, je ferai rien, je vais continuer de m'acheter une maison. C'est comme, oui, pour les Canadiens qui n'ont pas le vouloir de s'éduquer et qui ne veulent pas améliorer leur situation, effectivement, OK, c'est correct ce que tu dis. Mais pour quelqu'un qui est un petit peu wise et allumé, probablement des gens qui écoutent le live en ce moment, ben c'est comme,
il y a peut-être des options plus intéressantes que ça. T'sais. Mais malheureusement, effectivement, quelqu'un qui reste locataire, la plupart du temps, c'est sûr qu'il n'aura pas la discipline pour le faire. Mais moi, je m'adresse à quelqu'un qui l'aurait, cette discipline-là, puis qui serait intelligent, parce que j'en ai déjà rencontré des gens comme ça. Fait que, oui, c'est plus rare, mais ça existe. Parce que les gens qui me contactent, c'est du monde qui veulent justement optimiser leurs affaires, puis qui disent « Hey, check Fred, je suis dans telle situation, mais je pense que ça pourrait être pas pire, qu'est-ce que tu en penses? » Puis là, ben, c'est là que vient la discussion, puis je lui dis « Écoute, tu as entièrement raison. » Là, surtout des gens qui sont en affaires, c'est comme, man, locataire fois 1000 là, quand tu es en affaires, puis que tu n'es pas anyway dans ta maison, puis que tu fais majoritairement travailler. Puis il y a une petite étude qui vient de sortir dernièrement, justement, là, une petite statistique. Ça a sorti il n'y a pas long, mais dans le fond, il n'y a jamais eu autant de millionnaires qui sont locataires en ce moment aux États-Unis. Je ne me rappelle plus de la place là, exactement. Mais tous des professionnels puis les gens qui gagnent de l'argent sont locataires en ce moment. Il y en a beaucoup plus qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent plus justement la liberté puis pas être limités à une place puis être capable d'être plus malléable puis de se déplacer puis tout ça. Fait que la location en ce moment est vraiment très prisée par les gens qui ont de l'argent. Puis même s'ils ne sont pas propriétaires, ils ont de l'argent. Caroline, hein? Ça veut dire qu'être propriétaire de sa maison, c'est peut-être pas la seule façon de faire de l'argent. Hein? Il y en a d'autres. C'est sûr, si tu parles à quelqu'un qui fait juste faire de l'immobilier, il va te dire à quel point c'est bon. Tu parles à quelqu'un qui a un intérêt pécunier de te vendre une hypothèque. C'est sûr qu'il va dire qu'une maison, il n'y a rien de mieux que ça. Mais moi, je suis là pour te dire la réalité, la vraie affaire. Fait que genre, après ça, tu fais tes propres décisions. Mais je suis là pour te donner de l'information neutre puis transparente. Donc, ça, c'est beau. Quand tu as juste 10 000, c'est pas trop pire, mais c'est dans les 6 chiffres, ça prend des noix d'acier. Oui, quand tu investis, effectivement. Ils doivent instaurer la formation financière à l'école. Oui, absolument. Il y a déjà une base qui est faite, mais je pense que ça peut être mieux. Puis justement, c'est pour ça que je fais du contenu puis que j'ai mon site web Altic. Puis c'est justement pour essayer de combler un peu cette lacune-là, malheureusement, dans notre système. L'immobilier ou un compte enregistré. Une fois tous les comptes enregistrés, priorisés, priorises-tu l'immobilier ou un compte non enregistré? Ça dépend encore une fois de tes skills. Si tu es bon en immobilier, que tu penses que ça peut être un skills que tu as, ben priorise l'immobilier. Si ça te fait chier l'immobilier, va-t'en dans du non enregistré et casse-toi pas la tête. C'est comme pour faire de l'argent en immobilier, je le répète tantôt, tu n'étais peut-être pas là. Faut que tu sois bon, puis pour être bon, il faut quand même que tu aimes ça et que tu aies un intérêt. Fait que ça, c'est bon pour ça. Fait qu'en bout de ligne, ce qu'on pourrait retenir avant de passer au prochain sujet, c'est que juste être locataire, propriétaire, mettons que tu as un bon propriétaire qui ne fait pas juste des rénaux de fou, puis qui n'est pas juste comme inconscient puis insouciant, puis qui ne fait pas juste tout le temps des travaux, là, puis que tu as un bon locataire qui est intelligent, puis qui investit, puis qui fait d'autres choses avec son argent. En bout de ligne, ça va revenir à peu près au même sur le très long terme, donc sur 15, 20, 25 ans, d'avoir été propriétaire ou locataire. Fait que c'est une question de préférence. Il y en a qui vont aimer mieux être locataire parce qu'ils n'ont pas besoin de grand, puis qu'ils vont vouloir être plus libres, justement, puis pas avoir de casse-tête s'ils veulent déménager ou s'en aller à quelque part d'autre, puis faire des voyages, puis tout ça. Puis il y en a d'autres qui vont aimer mieux être propriétaires pour avoir plus d'espace, pour avoir le sentiment qu'ils sont chez eux, puis après ça, pouvoir faire les rénaux qu'ils veulent, puis après ça, pouvoir comme pas avoir de compte à rendre à personne. Fait que tu sais, c'est relatif. Pour ça, je dis c'est bien correct, mais en bout de ligne, financièrement parlant, les deux options peuvent être bonnes. Fait que c'est juste ça que je veux retenir. Propriétaire, locataire, ça dépend de la personne. Ça peut être bon un ou l'autre. Puis il n'y a aucune des deux options que c'est juste incroyable, puis aucune des deux options que c'est juste ultra mauvais. Ça dépend tout le temps. Okay? Fait qu'on peut juste retenir ça. C'est juste ça que je voulais amener. Ça va? Good? Anyway, il y a une période de questions, comme je disais tantôt. Fait que si vous avez d'autres questions qui popent par rapport à ce sujet-là, vous me le direz, puis vous pourrez m'y reporter. Dernier point que je voulais amener aujourd'hui. Un autre point que le monde, ça amène beaucoup de passion. Et c'est les véhicules. Donc, acheter une voiture neuve ou la louer ou acheter un char électrique. Donc, c'est quoi? Toutes ces options-là, c'est quoi la meilleure? Donc, si on parle strictement, encore une fois, financièrement parlant, OK? On met de côté les exceptions d'une voiture de collection.
On met de côté des modèles qui pourraient prendre de la valeur justement parce qu'ils sont vraiment rares, des choses comme ça. Ça, c'est des exceptions, OK? Je parle, la grande majorité des véhicules, pour la grande majorité des gens, OK? Acheter une voiture neuve, dans la très grande majorité des cas, ne sera jamais un bon move financier à cause des choses qu'on va jaser tantôt. Ceci étant dit, avant d'aller plus loin, je veux juste dire, quelqu'un qui a les moyens d'acheter une voiture neuve, j'ai pas de problème avec ça. T'es Luc Poirier, achète-le tes Ferrari, j'ai pas de problème avec ça. Puis lui, en plus, c'est un investissement. Fait que c'est bien correct, OK? J'ai pas de problème avec ça. Puis j'avais même des clients que j'ai rencontrés une couple de fois, sont multimillionnaires. Leur seule dette, c'est une location automobile parce qu'ils aiment ça changer aux 2-3 ans, puis ils trippent ses chars. J'ai pas de problème, tu es multimillionnaire. C'est comme tu fais toutes les bonnes affaires de l'autre côté, je m'en fous que tu aies un char neuf, c'est bien correct. Là où j'ai un problème avec la voiture neuve, c'est quand quelqu'un, un peu comme la maison qu'on parlait tantôt, l'achète en pensant que c'est pas si pire ou que c'est un bon move, mais que cette décision-là vient vraiment nuire à ses finances, puis qu'après, il chiale, mettons, que l'épicerie coûte cher ou que telle affaire coûte cher quand si ça coûte 1200$ de terme de char par mois, tu comprends, plus les assurances, puis tout. C'est là que j'ai un problème, OK? C'est vraiment là parce que la voiture neuve, c'est le poste de dépense qui plombe le plus les finances des Canadiens. Parce que souvent, les gens ont 2 voitures financées. Ça coûte 600-700 par mois, plus le gaz, plus les assurances, plus l'entretien, plus tout. Ça fait du cash qui part d'une boîte de tôle, là, OK? Fait que c'est important d'être conscient que ça coûte cher. Puis, juste, encore une fois, mettre les choses en perspective. Fait que moi, j'ai aucun intérêt pécunier que tu achètes un char neuf ou usagé, ça ne change rien dans ma vie. Fait que je vais te dire les vraies affaires. Après, tu prendras ta propre décision, mais je suis là juste pour donner les 2 côtés de la médaille, OK? Fait que, dans le fond, les règles du pouce. Une voiture neuve, ce n'est jamais, jamais bon. Financièrement parlant, comme je te dis, si tu l'achètes pour des raisons émotives et que tu as moyen de le faire, pas de problème. Je le répète, pas de problème. Mais si tu achètes une voiture neuve en pensant que c'est pas si pire financièrement parlant, puis que ça te nuit après, là, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon, une voiture neuve, financièrement parlant? C'est que quand c'est pas des années COVID, parce qu'il y en a justement qui, encore une fois, des années COVID, disent, ah, mon char, ça n'a pas tant baissé. Puis ouais, mais OK, mais mettons des années, on va dire normales, OK, si ça ne sera pas tout le temps des années COVID. Ce que ça fait, c'est que le mot-clé, c'est dépréciation. Fait que je vais te faire un exemple simple, OK? Mettons que tu achètes une voiture, tu la payes cash, pour simplifier l'exemple. Tu pourrais l'acheter 50 000 flambant neuve ou tu pourrais la payer 25 000 qu'elle a, mettons, 3-4 ans d'usure. OK? Bien, là, tu viens de renoncer à 25 000 que tu aurais pu placer dès aujourd'hui puis faire fructifier. Fait que mettons que ton char, tu le gardes pendant 10 ans. OK? Mettons ta voiture neuve, tu la gardes pendant 10 ans. Puis ton char usagé, tu le gardes pendant 10 ans aussi. OK? Fait que d'un côté, tu as la voiture neuve que tu as payée cash, mais qui déprécie avec le temps puis qui va valoir genre un 7-8 000 dans 10 ans. Puis de l'autre côté, tu as ta voiture usagée qui s'est dépréciée aussi, mais qui t'a coûté 25 000 au lieu de 50, puis qui va valoir un 5-6 000, mettons, dans 10 ans. Fait qu'au final, tu vas avoir perdu à peu près peut-être un 21-22 000 en usagé, puis tu vas avoir perdu un 41-42 dans le neuf au total. OK? Maintenant, les gens ils vont dire des fois, ouais, mais une voiture neuve, je n'ai pas d'entretien. T'as peur, là. T'as peur. Tu penses-tu que ça va te coûter 25 000 d'entretien puis d'imprévu, mettons, dans les 5 prochaines années, dans les 5 premières années que tu as ton char usagé, là, tu penses-tu que ça va te coûter 25 000 de réparation puis tout? Comme, non. Oublie ça, OK? Ça ne coûtera pas ça. Puis vraiment, ça ne coûtera pas ça. OK? À moins d'un nasty de problème, mais genre, ça n'arrivera pas. L'autre affaire, OK, c'est que ton 25 000 que tu as mis, lui, il a continué à travailler. Fait que quand tu vas arriver dans 10 ans, tu vas avoir 50 000. Mettons que ça a fait 7 il s'est doublé. Fait que là, dans 10 ans, mettons que tu rachètes une voiture rendue là, tu vas pouvoir la payer juste avec tes intérêts de tes placements que ça a généré, tu comprends-tu? Versus l'autre, tu as 50 000 qui a juste fait de même et qui est rendu à 7-8 000 rendu dans 10 ans. De l'autre côté, tu n'as plus de voiture, mais
tu as 50 000 de placement. Fait que tu peux te repayer une voiture avec ça, puis ne plus jamais avoir de paiement de voiture le reste de ta vie après, tu sais, puis d'être tout le temps correct. Puis l'autre affaire aussi avec la voiture neuve, comme je disais, c'est pour ça que j'ai dit le premier 5 ans. Parce que le premier 5 ans que tu as ta voiture neuve, oui, ça ne te coûtera pas cher de réparation. Mais les réparations, ils arrivent quand? Entre 4 et 7 ans, c'est là que ça coûte le plus cher. Fait que si tu gardes ta voiture neuve pendant 10 ans, tu vas avoir subi la dépréciation dans les 5 premières années de 50 et tu vas avoir payé la totale des réparations dans les années 6 à 10 pareil, tu comprends? Fait que là, c'est là que le monde va dire « Ah, mais moi, je suis pas capable, Fred. Après 5 ans, avant que ça commence à me coûter cher de char, je vais me racheter un autre, de réparation, je vais me racheter un autre char. Comme ça, je sauve les réparations. » Ouais, mais tu repayes la dépréciation encore, à toutes les fois, de 50 dans les 5 premières années et plus. Fait que c'est pour ça que c'est impossible que ce soit rentable, tu comprends, à long terme. C'est impossible. Calcule-le comme tu veux, c'est impossible que ce soit un char neuf versus un char usagé. À part des exceptions qu'on disait tantôt que c'est pas ça qu'on parle, ça n'arrivera jamais. Genre que ça va être rentable. Fait que comme il faut juste se mettre ça dans la tête. Puis là, l'autre erreur que les gens font, c'est qu'ils vont regarder aussi juste le paiement de char. Fait que des fois, ils vont comparer, ouais, mais tant par mois. Non, il faut que tu calcules le déboursé total au bout de tout. Ça a coûté combien? C'est ça qui est important, pas le paiement de char. Parce que oui, tu peux avoir le même paiement de char, mais ton char neuf, tu l'as financé sur 7 ans, puis le char usagé, il est financé sur 5 ans. Mettons, c'est comme. Ça n'a pas rapport, tu comprends? Il y en a un que tu vas payer pendant 7 ans. C'est pas représentatif, c'est pas faire une bonne comparaison. Après ça, les gens aussi sous-estiment. Tu peux avoir une taxe de véhicule de biens de luxe si tu payes un char neuf qui est plus cher que tel montant. Après ça, tu peux avoir aussi les assurances qui sont plus chères. Fait que, tu sais, c'est tout ça que ça amène une voiture, ça amène des coûts plus élevés autres que juste le paiement de voiture. Fait que c'est ça, quand tu calcules toute la patente, ça arrive juste pas. J'ai fait plein de calculs. J'ai viré ça de toutes les bords, puis je te le dis, ça arrive jamais une voiture neuve que c'est plus avantageux qu'une voiture usagée pour la grande majorité des voitures et que la grande majorité des gens vont utiliser. Donc, les voitures de monsieur, madame, tout le monde, dans le Ford, le Toyota, le Honda, le ci, le ça. Puis oui, il y en a qui perdent moins de valeur. Puis il y en a que c'est moins pire, effectivement. Mais ça reste que ce n'est pas avantageux pareil. Tu as juste moins perdu, mais tu as perdu pareil. OK? Juste ça que je veux mentionner par rapport aux voitures. Fait que c'est super important de comprendre ça parce que, comme je disais tantôt, c'est un fardeau. Puis le problème avec les voitures, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte plus tard. Fuck, ça m'a coûté tant par mois, fait que mettons 10 000 par année, 700 $ par mois, 800 $ par mois, à tous les mois pendant 10-15 ans. Si j'avais juste pris la moitié de ça pour m'acheter une autre voiture à la place, puis que j'avais investi le reste, j'aurais X montant aujourd'hui, puis je serais pas mal plus content d'avoir cet argent-là, puis la liberté que ça m'amène, plutôt que d'avoir juste mis ça dans une boîte de tôle plus récente. C'est souvent ça. Le véhicule neuf financé sur 7-8 ans, c'est le regret numéro 1 que j'ai le plus entendu dans ma carrière. C'est ça. Après, pas avoir investi plus de bonheur. À cause qu'il y avait des véhicules neufs. c'est tout tourne autour de ça. Fait que les voitures neuves, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis dans le fond, le sweet spot, là, pour ce qui est important de retenir, OK? Le sweet spot pour des usagers, parce que des fois, le monde, il pense usager, c'est une minoune qui est une tercelle de 98 tout rouillé. C'est pas ça. Là. Tu peux avoir une très bonne voiture usagée de 3, 4, 5 ans en passant, c'est le sweet spot, 3, 4, 5 ans, dans une bonne marque genre Honda, Toyota, puis tu peux la toffer 10, 15 ans, mais tu ne subiras pas la dépréciation des premières années, puis elle va te toffer longtemps, puis tu n'auras pas beaucoup d'entretien. Fait que c'est comme des deals en usager, il y en a tout le temps, il faut juste que tu saches checker. Puis, tu sais, il y en a qui vont justifier tout le temps, « Ah, mais moi, je veux un char sécuritaire, je fais beaucoup de route. » Un 2021 ou 2022, là, qui a 60 000 kilos, là, tu le promets, c'est encore très sécuritaire. Puis même si tu l'amènes à 200 000 kilos, 300 000 kilos, c'est encore très sécuritaire, tu le dis, OK? Stresse-toi pas avec ça. Les chars, à long terme, sont faits pour quand même durer un certain temps, OK? Fait que surtout, comme je dis, des bonnes marques comme Toyota, Honda, tu n'auras pas trop de problèmes avec ça, OK?
J'ai pas de cote en passant chez Toyota Honda. Hein. Je vais juste te le dire. C'est de même. C'est juste comme les statistiques qui démontrent ça. Fait que je vais retourner une petite batch dans les commentaires. Si je travaille sur la construction puis je fais 140, 150 000 par année, c'est-tu mieux de maximiser mon CELI en premier ou en mettre aussi en REER, même si notre fonds de pension de la construction est placé en REER? Dans le fond, tu peux maximiser tes REER parce que quand tu vas les ressortir, si tu es stratégique, tu vas payer moins d'impôts que ce que ça te donne là. Fait que ça t'avantage avec le CELI, dans le fond. C'est mieux que le CELI, autrement dit, le REER, dans ta situation à toi, si tu le décaisses d'une façon intelligente quand tu vas être rendu plus tard. OK? Fait que là, on s'entend qu'il y a d'autres choses que je pourrais te dire là-dessus, là, mais pour garder ça simple, là, moi, je prioriserais le REER parce que tout va dépendre de comment tu vas le décaisser plus tard. On a autour de 70 compagnies différentes en action. Certaines ont des super rendements, d'autres plus safe et toutes les informations sont en ligne. On peut tout voir et évaluer. Il faut s'informer. On est loin des années. Ah, c'est ça. L'information aujourd'hui est accessible. Au bout, le problème, c'est qu'il y a tellement d'informations que là, c'est qui que j'écoute, c'est quoi la bonne information. C'est ça qui est important. C'est ça qui est plus dur pour les gens aujourd'hui. C'est comme à qui je me fie, tu sais. Fait que là, moi, c'est ça que j'essaye de faire. C'est comme d'être un filtreur pour les gens. Parce que moi, vu que je n'ai pas de produits financiers à vendre en particulier, ben, je suis juste là pour comme faire « Hey, voici les vraies informations », puis après, ben, tu peux prendre tes propres décisions par toi-même. J'ai une Tesla neuve, je confirme que je sauve l'essence, mais moins de capacité à investir massivement dû au prix élevé. C'est un choix qui mérite d'être questionné. Ben, merci pour ton commentaire, effectivement. Et comme tu sauves sur le gaz, mais ça t'aurait coûté moins cher de gaz avec un char à 20 000 usagers, mettons, versus ce que tu as payé de plus avec ta Tesla. T'sais. Mais c'est un choix, puis si tu en es conscient, ben, puis tu es à l'aise avec ça, c'est correct. Il n'y a pas juste le côté financier non plus dans la vie, je suis très conscient de ça. C'est bien correct. J'ai acheté un RAV4. En passant, j'ai demandé à 3 mécaniciens c'est quoi le meilleur char à acheter, mettons, quelqu'un qui c'est RAV4. Ils m'ont dit toutes les 3 RAV4. Fait que bon move. 2021, payé cash l'année dernière, mais je regrette. 29 600, c'est beaucoup d'immobiliser dans une voiture. Je pense vendre et m'acheter une 10 à 15 000 à la place. Hey, c'est une bonne décision. Ben écoute, c'est sûr que si tu es capable d'avoir un véhicule qui te coûte 2 fois moins cher, puis prendre de l'argent pour investir, financièrement parlant, ça ne peut pas être mauvais parce qu'il ne te coûtera probablement pas 15 000 de réparation de plus, tu comprends? Fait que, rendu là, je te dis, si toi, tu considères que ce montant-là, tu aimes mieux l'avoir en investissement et que ça t'amène plus de bonheur, oui, fais-le. Si ça ne change pas grand-chose pour toi et que tu aimes mieux rouler en RAV4 et que ça ne te dérange pas de perdre un peu, même si tu aurais pu payer moins cher, puis que tu es moyen, autrement dit, puis c'est pas grave, c'est comme, ben, garde ton RAV4 puis c'est bien beau, tu sais. Fait que ça dépend vraiment de toi, là. Refinancer les immeubles locatifs au maximum et investir l'argent du refinancement à la bourse. Comme je disais tantôt, tu n'étais peut-être pas là, ça dépend. Parce que la bourse, il faut que tu l'investisses pendant 10 ans et plus pour te dire que ça va valoir la peine et que ça va te donner le rendement que tu souhaites. Mais s'il arrive un imprévu puis que finalement, à un moment donné, l'immeuble, il faut que tu t'en départisses ou que tu as besoin de tes liquidités ou quoi que ce soit, puis là, tu as refinancé, ben, il y a un risque aussi qui vient avec ça. Fait que c'est comme c'est à faire attention. C'est pas juste automatique que tu fais ça. Fait que c'est du cas par cas, il faut faire attention, l'effet de levier, puis comme d'emprunter pour investir. Il faut toujours que ce soit bien fait, puis il faut que ça soit fait par quelqu'un qui a une bonne tête, qui sait ce qu'il fait, puis qui comprend, puis qui est bien drillé, autrement dit, puis qui est bien groundé. Fait que c'est pas automatique que tout le monde devrait faire ça. T'sais. J'ai jamais acheté neuf, à part ma Tesla en 2024 avec la subvention, il y avait 1000 pièces de différence avec un use. Juste pour ça, j'ai fait ça, ouais, avec un use Tesla, mettons. Ouais, là, c'est correct si, comme, il y avait juste cette différence-là à cause que tu as le crédit, puis tout. Fait que c'est comme là, le calcul, c'est plus, ben, tu aurais pu avoir un véhicule beaucoup moins cher à gaz, mais si tu voulais avoir une Tesla, puis que là, tu avais le choix, parce que c'était moyen de te payer, puis tout, puis que c'était juste 1000 pièces de plus pour un neuf à cause de tout ça, c'est comme, ouais, c'est bien correct. Là. Prends-tu des stagiaires, Fred Rondeau? Je fais mon bac en planification financière et je cherche à acquérir de l'expérience. Non, je ne prends pas de stagiaires, malheureusement, en ce moment, mais on peut se parler des fois si tu veux juste avoir des cues que tu veux tu as des questions par rapport au domaine ou quoi que ce soit, tu peux me faire signe, puis on pourra se prévoir un petit appel, ça va me faire plaisir. Si ça peut t'aider, ça va me faire plaisir, mon cher. Est-ce que c'est mieux d'acheter ou de louer ou vraiment se diriger vers l'occasion?
usagé parce que dans le fond, quand tu loues, c'est une très bonne question, c'est un point que j'avais oublié que je voulais amener. La location, dans le fond, pour faire ça le plus simple possible, c'est bon. En fait, c'est jamais bon financièrement parlant, mais autrement dit, c'est bon pour quelqu'un qui aime ça changer souvent, puis qui ait moyen de se payer un char neuf, puis que ça ne dérange pas, tu comprends? Parce que tu n'as juste pas de casse-tête avec la location. Tu changes aux 3 ans, après ça, tu n'as presque pas d'entretien, puis tu as tout le temps des nouveaux modèles. C'est sûr qu'il y a un coût relié à ça, mais si tu es à l'aise avec le fait que tu perds de l'argent, puis que tu vas toujours avoir un terme de char éternellement, mais que ça nuit à rien d'autre de tes finances, j'ai pas de problème avec ça. Comme je te dis, il faut que tu sois rendu là. Mais mettons, financièrement parlant, louer une voiture, c'est que tu vas juste, dans le fond, payer pour la dépréciation du véhicule. Parce que quand tu l'échanges dans 3-4 ans, tu vas en avoir un autre. Mais si tu le rachètes plus tard, ben, tu vas avoir payé juste ta dépréciation. Puis oui, il peut y avoir des exceptions que tu n'as tellement pas roulé avec que là, tu vas le racheter à un meilleur prix. Puis, tu sais, comme. Mais en général, je veux dire, tu n'essayes pas comme de jouer là-dessus. Fait que c'est comme, t'es mieux d'acheter usagé parce que, dans le fond, louer une voiture, ça reste que c'est un véhicule neuf pareil que tu acquiers, même si tu le loues. Fait que t'es toujours mieux dans l'usager tout le temps, strictement financièrement parlant, comme je disais tantôt. Merci, t'es vraiment bon, j'aime ton approche. Ben merci, c'est bien gentil. J'aime vraiment ton commentaire. Est-ce que le live va se sauvegarder? Oui, il va être disponible sur ma page Facebook pendant comme un mois. Je pense qu'après un mois, ça supprime là, automatique. Mais moi, je les garde, les lives, puis après, ben, comme je te dis, je vais les mettre sur ma page, ma chaîne YouTube éventuellement. Fait qu'ils vont être accessibles tout le temps là-dessus après. Merci, je dois quitter. Ben, merci à toi, Serge. C'est super. Quelle somme raisonnable à mettre pour l'achat d'une voiture d'occasion, bien sûr? Ça dépend, écoute, raisonnable. Ça dépend de toi, ça dépend de ta situation, ça dépend de tes projets, ça dépend de bien des choses. Fait qu'écoute, il n'y a pas de somme. Raisonnable pour quelqu'un peut être déraisonnable pour quelqu'un d'autre. Ça dépend vraiment. Fait que moi, c'était les sujets que je voulais amener aujourd'hui. J'espère que ça vous a quand même aidé. Puis que ça vous a amené un peu de value, puis que ça va vous permettre d'avoir des points d'XP dans votre intelligence financière. Si vous avez des questions, je reste là, OK? Ça me fait plaisir. Dans le fond, si vous avez des questions, on peut en jaser. Là, sur d'autres sujets, d'autres affaires, vous voulez juste qu'on échange un peu sur certains points. Moi, je peux rester une autre demi-heure, là, pas de problème, puis je peux répondre aux questions. Ça va me faire plaisir. Si vous avez des questions sur soit ce qu'on a discuté qui viennent de popper ou des sujets que vous avez autres, là, que vous aimeriez qu'on parle, dites-moi-le. Puis je vais répondre à ça. Fait que je vais y aller tout de suite voir. Je pense qu'il y en a qui ont popé. 55 ans, aucune dette, train de vie de 40 000 par année. J'ai besoin de combien de capital pour la retraite? Écoute, Martin, je te réponds règle du pouce, là, mais parce que ça dépend. Ta RRQ, ta sécurité de vieillesse, as-tu un fonds de pension à ta job? Après ça, il faut tenir compte de l'inflation. Fait que la règle du pouce, mettons, 40 000 par année, juste en intérêt pour te générer ça, il faudrait que tu aies 800 000 de capital, mettons, avec un 5 de rendement. Fait que, tu sais, si tu veux juste toucher à l'intérêt, mettons. Fait que si tu décaisses un peu de capital, ben avec 800 000, probablement que c'est correct, mais là, comme je te dis, ça dépend de... là, c'est en dollars d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est comme si tu veux le faire toffer avec l'inflation qui augmente, puis tout. Il y a d'autres choses à considérer. Là. Mais tu sais, juste pour te donner un enlignement, on va dire ça te prend au moins 800 000, mettons, de placement, considérant que tu n'aurais aucun fonds de pension puis rien d'autre, mettons. Tu comprends? Juste des investissements, par exemple. OK? Est-ce que le ratio de Dave Ramsey est bon? À peu près la moitié de notre revenu annuel max dans une voiture. Écoute, Dave Ramsey, je veux dire, c'est un spécialiste, puis ça fait 35 ans qu'il fait ça. Il est pas mal plus expérimenté que moi. Fait que je veux dire, quand tu dis quelque chose, moi, je trouve que c'est tout le temps très pertinent. Fait que oui, effectivement, que ça peut être un bon ratio. Puis idéalement, tu payes cash, justement, les voitures usagées dans le meilleur des cas. Comme ça, tu n'as pas de paiement, puis tu es capable de continuer d'investir puis de t'enrichir. Fait que oui, ça peut être un bon ratio. Je n'étais pas là du début. Que penses-tu des FNB du genre VEQT? Excellent, Nicolas. C'est vraiment un très bon portefeuille pour le long terme, pour quelqu'un qui veut vraiment investir pour bâtir son avenir dans les 10, 15, 20 prochaines années puis qui va laisser l'argent travailler. Vraiment des excellents produits. Moi, j'adore ce genre de produits-là.
Fait que si tu es le genre de profil que tu veux être 100% en action puis que tu comprends les principes de base, l'importance de ne pas paniquer, de laisser l'argent travailler, tout ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne. Ça peut être vraiment un très bon produit là, pour faire travailler l'argent à long terme. Les choix financiers sont subjectifs d'une personne à l'autre. Absolument, c'est ça, c'est tout le temps du cas par cas. Que penses-tu de H-Max? Écoute, je ne suis pas certain d'être sûr que c'est ça, fait que je ne m'avancerai pas. Merci beaucoup, Fred. Précieux conseils visant à nous enrichir. Ça me fait plaisir, Julie. Je suis content que tu aies aimé ça. Est-ce que tu prends des rendez-vous à un débutant qui veut trouver la meilleure, la meilleure tragédie? J'imagine que c'est ton correcteur automatique qui a fait une petite erreur. La meilleure tragédie pour arriver à sa liberté financière. Si, dans le fond, oui, écoute, ça peut être possible. Tu as juste à m'envoyer un message en privé, puis on pourra se parler là, pour que, dans le fond, on pourra séduire un petit appel pour que je te pose une couple de questions, juste être sûr, dans le fond, que ce que tu recherches, je peux être la bonne personne pour toi. Puis si c'est le cas, ben, je pourrais t'expliquer comment que ça fonctionne. Mais oui, ça peut être possible. Fait que tu as juste à m'envoyer un message là, sur ma page, là, puis je vais te répondre à ça cette semaine. On peut-tu rencontrer one-on-one pour évaluer notre situation? Ben oui, c'est possible pour les gens qui me le demandent. Donc, comme je te dis, tu as juste à m'écrire, François, puis on pourra checker ça ensemble par la suite. Bitcoin, quoi t'en penses vite fait? Bitcoin comme n'importe quelle chose de spéculation, dans le sens que, mettons, la blockchain en tant que telle, fait que la technologie, ça a vraiment un énorme potentiel. Le Bitcoin, il y a des choses qui sont super positives avec ça, mais ça reste en ce moment que c'est de la spéculation. OK? Fait que ça veut dire que moi, personnellement, le Bitcoin, je vais faire un peu le même genre d'analyse que n'importe quel autre produit spéculatif. C'est que, idéalement, tu veux pas gambler ton avenir financier. T'sais. Fait que dans le fond, si tu mets un 5-7% de tout, exemple, tu as 100 000, puis tu mets un 5-10 000 dans le Bitcoin, par exemple, puis le reste, il est dans des produits solides, genre des fonds indiciels ou des choses comme ça, des actions de compagnie solides, c'est tangible, tout ça. Là, à long terme, je pense que ça peut avoir du bon sens. T'sais. Puis moi, je suis pas. Il y en a plein qui vont être pro-crypto puis qui vont me dire ah, mais tout dans le crypto, puis ça, mais tu sais, en tant que planificateur financier, c'est dur de dire mais tout all-in dans une affaire. Puis tu sais, même Kevin O'Leary, qui est un investisseur chevronné, qui est un gros fan de la crypto maintenant, recommande de jamais investir plus que 5% dans une seule action, donc ou dans une seule crypto-monnaie, par exemple, puis pas plus que 20% dans un seul secteur d'activité. Fait qu'autrement dit, lui, il n'investira jamais plus que 20% de sa fortune dans la crypto, même s'il pense vraiment que ça a beaucoup de potentiel, parce que ça reste quand même de la spéculation en ce moment, puis ça peut manger des bonnes volées encore. Fait que tu sais, tu veux pas comme gambler, comme je disais, ton avenir financier. Fait que je pense que ça a un gros potentiel, ça peut être intéressant, mais on est encore loin de ce que ça soit vraiment comme plus legit un peu. Puis c'est ça. Fait que merci pour ton expertise et tes conseils. Y a-t-il des conseils pour diminuer l'imposition autre que REER, CELI, emprunter pour investir en immobilier ou dans les marchés pour avoir des intérêts déductibles ou autre idée? Ben, dans le fond, je te dirais le meilleur conseil que je peux donner à quelqu'un pour s'enrichir, c'est juste de trouver une façon d'augmenter ses revenus, donc de peaufiner des skills qui vont te permettre d'avoir de la valeur sur le marché pour être capable d'aller générer de l'argent de plus. La meilleure stratégie en bout de ligne, ça revient à investir en soi-même, dans le fond, puis ça revient à bien se connaître pour savoir quels skills qui pourraient être pertinents à développer, puis dans lesquels je serais bon, puis que j'aimerais ça pour aller toucher des revenus plus élevés. Fait que c'est comme... C'est important de savoir dans quoi focusser pour être capable de dire, OK, ça, je pourrais être bon, je pourrais avoir un edge, puis je pourrais comme générer des revenus avec ça. Fait que ça, c'est la meilleure façon de s'enrichir, c'est vraiment, vraiment ça. C'est la première affaire à faire. Puis sinon, on va dire dans les choses, mettons que le côté entrepreneur te parle moins. Intérêt déductible, autre idée, tu sais, non, écoute, comme je t'ai dit, ça revient à investir en toi-même, Jacques, là, puis comme essayer de trouver des façons de générer de l'argent de façon légale, évidemment, puis d'ajouter de la valeur, dans le fond, à ta façon, puis être capable d'aller toucher de l'argent avec ça une fois que tu as fait toutes tes affaires, tu sais.
Ça va revenir à ça, je pense, qui va être le plus intéressant pour toi. Il pourrait avoir des choses, tu sais, parce que là, je n'ai pas ton dossier, je n'ai pas toutes tes affaires. Tu sais, il peut avoir certaines stratégies, certaines twists, que c'est plus complexe à expliquer, fait que je ne le ferai pas là parce que, tu sais, c'est pour le bien de tout le monde, là. Mais il pourrait avoir des choses, tu sais, qui peuvent être des fois plus... des stratégies plus poussées un peu, mais ça s'adresse à des dossiers plus précis, puis tu sais, plus pointus, puis c'est vraiment comme du cas par cas, puis ça ne s'adresse pas à la majorité des gens, tu sais. Fait que là, vu que je connais pas ton dossier, je ne sais pas si ça pourrait être des bonnes idées pour toi, tu sais. Fait que c'est tout ce que je vais te dire pour ce soir. 49 ans, je pense transférer mon fonds de pension de la CCQ. As-tu un conseil à ce sujet? Ben, fais ton calcul comme il faut, parce que dans le fond, quand tu transfères un fonds de pension, tu peux soit avoir la valeur de transfert, puis ça, justement, un planificateur financier ou quelqu'un en finance là, peut t'aider. C'est que soit qu'ils vont te dire, parfait, tu peux transférer de temps, puis le gérer toi-même, ou tu peux avoir une rente indexée après pendant X nombre de temps. En fait, pendant le reste de ta vie, mettons, ou des fois, elle n'est pas indexée. Fait que là, il faut juste que, dans le fond, tu te dises, parfait, si je prends le pot, est-ce que je suis capable d'avoir une meilleure rente éventuellement par moi-même que je vais être capable de me verser que la rente qu'eux autres me donnent? Puis rendu à l'âge que tu es, à 49 ans, le calcul il est quand même important à faire parce que peut-être que, dépendamment quand est-ce que tu vas arrêter de travailler et tout ça, c'est peut-être pas automatique que transférer le pot va être la meilleure option. Fait qu'il y a vraiment un calcul qui est à faire. Fait que je te dirais, la meilleure chose, ça serait de demander tes chiffres pour faire le comparatif, puis d'aller voir quelqu'un qui va être bon pour te faire un bon calcul. Puis c'est que ça peut être un comptable ou ça peut être un planificateur financier, mais quelqu'un qui est sur la coche pour faire ce genre de calcul-là, puis qui va te permettre, d'après ça, de pouvoir prendre ta décision de façon éclairée. Qu'est-ce que tu penses de Wealthsimple? Ben, je trouve que c'est une super plateforme, puis pour la plupart des gens, ça permet d'avoir des investissements faciles. C'est simple à gérer, c'est fun à utiliser, c'est friendly user. Fait que non, j'aime bien Wealthsimple. Est-ce que c'est bon d'avoir plusieurs comptes de banque? Pas vraiment, là, à moins que ce soit pour séparer des dépenses, que ce soit plus fixe. Exemple, moi, personnellement, je pense que c'est bon d'avoir son compte courant puis d'avoir un compte épargne à part pour un coussin, un fonds d'urgence, puis d'avoir peut-être un autre compte qui est pour les genres d'imprévus, que les dépenses fixes que tu vas avoir à chaque année, les dépenses variables que tu vas avoir à chaque année, que tu peux virer un montant dans ce compte-là, mais c'est juste pour comme séparer tes dépenses puis que ce soit facile à suivre, mettons. Fait que des fois, pour côté gestion budgétaire, gestion de cash flow, il y a des gens que ça peut être plus facile de séparer les affaires. Fait que pour ça, ça peut être bien. Mais sinon, pour autre chose que ça, pas d'intérêt à avoir 4, 5, 6 comptes séparés. Là. Fait que c'est plus pour comme si tu as des objectifs précis que tu veux diviser, mettons, puis que c'est plus facile pour toi. Ça peut être correct. Est-ce que je serais mieux d'acheter l'an prochain ou attendre 2026 pour maximiser le CELIAP à 40 000 de cotisation plus intérêt? Écoute, ça dépend parce que je veux dire, je ne sais pas ce que le marché immobilier va faire. Fait que si ça plante, ben, t'as bien fait d'attendre. Si ça continue d'exploser, ben, le fait que tu maximises ton 8 000, peut-être que la prise de valeur de ta maison va être plus que ça. Fait que tu peux pas dire, dans le fond, idéalement, tu veux maximiser ton CELIAP et faire toutes les stratégies possibles pour optimiser ton move de première maison. Mais comme je te dis, il faut que tu reviennes à si es-tu prêt à acheter une maison, puis t'as-tu les reins assez solides pour acheter une maison, puis c'est-tu un bon move de faire ça avec tout ce qu'on a jasé tantôt? Puis si c'est le cas rendu là, il faut que tu trouves une maison qui te convienne. Fait qu'autrement dit, achète pas une maison pour acheter une maison. Si ça donne que c'est l'année prochaine, achète l'année prochaine, tant mieux, ton CELIAP il est maximisé. Mais je te dirais pas attends absolument ou achète tout de suite absolument. C'est comme ça dépend de la maison que tu veux acheter, basé sur tes objectifs, basé sur ton budget, basé sur plein de choses, tu comprends? Fait que c'est ça, ça dépend. Mais ça peut être bon d'acheter l'année prochaine, d'attendre. Ça peut même être bon d'attendre encore plus longtemps. Ça dépend. Alors, CELI réel complet, disons, où placer le reste, environ 10 000 par année. Si tu as des enfants, régime épargne-études. C'est ça, si tu régime épargne-études. Puis sinon, ça dépend encore une fois de ta situation puis de tes skills.
Fait que, tu sais, si, mettons, tu as quand même des skills en immobilier, ben, je pourrais te dire, tu pourrais le placer en immobilier ou tu pourrais acheter un terrain si, dépendamment de t'es situé où, puis si ça peut être un beau potentiel. Tu sais, ça dépend de comme où est-ce que tu es capable de. Tu peux avoir un edge. Tu sais, tu pourrais acheter un chalet, faire de la location avec ça. Tu sais, il y a plein de possibilités. Ça dépend vraiment de ta situation, tes objectifs, tes skills, tes compétences. Tu sais, c'est tout ça. Là. C'est parce que pour quelqu'un, le meilleur move pourrait être d'investir en immobilier. Pour quelqu'un d'autre, ça serait de starter sa business. Pour quelqu'un d'autre, ça serait de faire de la création de contenu. Ça dépend. Ça dépend vraiment. Fait que le 10 000 doit être investi dans une place que tu juges que ton retour sur investissement va être le plus élevé pour toi, basé sur tes compétences et tes skills. Merci pour ma tragédie. Fait plaisir, Patricia. Je viens de te découvrir. C'est quoi ton background? En quoi tu as étudié? Juste en savoir un peu plus sur toi. Ben écoute, Danny, tu peux aller sur ma page Facebook. Tu peux aller sur mon site altic.ca. J'explique tout ça. J'ai même des questions-réponses que je fais, 10 questions qui présentent un peu je suis qui. En gros, j'ai travaillé 10 ans dans le domaine, en cabinet. Là, ça fait 1 an et demi que j'ai lancé ma business. Fait que ça fait pas loin de 12 ans que je travaille dans le domaine de la finance. Je suis planificateur financier. J'ai vu au-dessus de 1000 dossiers. Fait que j'ai comme... puis là, je fais du contenu pour éduquer les gens. Puis ça, je te dis, va voir sur altic.ca parce que là, il y a peut-être du monde qui m'écoute, qui me connaissent depuis un bout. Fait que là, je ne passerai pas 5 minutes à me présenter. Mais va voir sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, sur mon site. Puis tu vas avoir toutes les informations que tu as besoin. Puis j'espère que ça va pouvoir répondre à tes questions. Puis si tu en as plus, tu peux m'écrire en privé. Puis ça va me faire plaisir de te répondre. Tu peux nous donner des exemples des compagnies solides? Mettons, les banques canadiennes, c'est réputé comme étant très solide. Après ça, je veux dire, tout ce qui est Berkshire, mettons, aux États-Unis. Après ça, Amazon, là, ça reste que c'est très solide. Apple. Donc, tu sais, en ce moment, des compagnies solides, ça se peut qu'éventuellement, ils soient moins solides. Là, ça arrive. Là. Il y a tout le temps des cycles, puis il y a tout le temps des compagnies éventuellement qui étaient super top, puis qu'à un moment donné, ça descend. Fait que je veux dire, c'est parce qu'ils ne s'adaptent pas, fait que ça peut bien changer, mais en ce moment, ce que je viens de te dire là, on peut considérer ça comme des compagnies solides. Très intéressant de t'écouter. Merci beaucoup, c'est gentil, Danny, j'apprécie. Merci beaucoup, continue ton bon travail, bonne soirée, bonne soirée. Des stratégies d'accaissement, oui, ça pourrait être un sujet que je vais toucher. Desjardins, valeurs mobilières, placement autogéré ou Wealthsimple. Wealthsimple, ça peut être autogéré, tu peux le faire, tes transactions. Encore une fois, Martin, je vais être obligé de te dire ça dépend. Ça dépend de bien des choses. Si des fois tu as des questions que tu veux qu'on aille plus en profondeur, tu peux m'écrire en privé pour que je te réponde à ça parce que ça dépend vraiment de plusieurs choses. Mais généralement, si tu as une bonne tête sur les épaules, que tu es motivé, l'autogestion à long terme, ça peut être une excellente idée si tu es entouré des bonnes personnes pour le côté fiscalité et toutes les autres affaires, parce que c'est là souvent qu'il y a de l'argent à aller chercher beaucoup. Fait qu'autrement dit, il ne faut pas que tu sois tout seul. Il faut quand même que tu aies du monde autour de toi qui sont compétents dans les autres sphères pour être sûr justement que tu puisses faire des bons moves, même si tu investis de façon autonome. Là. Fait que ça dépend. Si tu veux, tu peux m'écrire et on peut checker ça plus en détail. En ce qui concerne le CELIAP, je trouve ça délicat de choisir dans quoi l'investir si le projet d'achat d'une propriété est encore flou et plutôt lointain. Je connais ton opinion sur les CPG, oui, et la pauvreté garantie. Là, j'ai perdu le commentaire, il est là. Penses-tu que placer un CELIAP dans un portefeuille 60% actions, 40% obligations pourrait être judicieux dans l'optique d'un horizon d'achat variable entre 5 et 10 ans? Un portefeuille équilibré 60-40 entre 5 et 10 ans, ça a quand même du bon sens. C'est sûr qu'idéalement, tu vas avoir plus 10 ans que 5. Fait que ça peut être une option, mais il faut que tu sois prête à ce que ça peut dropper dans les prochaines années. Puis si ça arrive, que tu sois à l'aise avec ça. T'sais. Fait que c'est important. Fait qu'autrement dit, si tu penses que c'est dans 5 ans puis que ça drop dans 2 ans, puis tu juges que si ça drop de 25 tu n'es pas capable, il va t'en manquer pour faire ton projet ou ça n'a peut-être pas le temps de remonter, il faut que tu sois à l'aise avec ça. Là. Fait que c'est sûr que 5 ans, c'est short un peu selon moi. Mais si c'est vraiment que tu le sais que c'est plus un 9-10 ans, oui, un portefeuille équilibré, ça pourrait être une bonne option.
Merci, je vais te contacter en privé si ça te convient. Je vais aller sur Altic. Oui, ben, c'est parfait. Tu peux m'écrire, il n'y a pas de problème. Écris-moi, ça va me faire plaisir. Puis oui, va voir Altic. Comme je te dis, ça répond à plusieurs questions. Puis ça permet d'avoir un bon. Mettre une coupe d'affaires en perspective et d'avoir une coupe de réponses. 1 million de chiffre d'affaires, c'est assez solide au Québec. Oui, en effet. Ça dépend aussi dans quelle compagnie tu es. Puis le chiffre d'affaires, ben, tu sais, c'est relatif là, parce que tu peux avoir un chiffre d'affaires de 1 million ou de 10 millions puis avoir un profit nul ou être en perte. Là. Fait que on s'entend que le chiffre d'affaires, c'est un peu. C'est pas vraiment représentatif. Ce qui est important, c'est la marge de profit. Tu sais, c'est comme si tu as une business que tu génères 1 million de chiffre d'affaires et tu as 800 000 de profit, tu as une solide business. Si tu génères 10 millions de chiffre d'affaires et que tu as une marge de profit de 100 000, à la fin de l'année, tu as un profit, à la fin de l'année de 100 000, c'est comme c'est pas tant une bonne business. Là, tu sais. Fait que c'est vraiment. Le chiffre d'affaires, c'est pas la variable la plus importante selon moi pour évaluer si c'est une bonne business ou pas. Là. Fait que là, c'est la fin des commentaires. Fait que, il y a encore une soixantaine de personnes. Fait que s'il y a du monde qui ont des questions, let's go. Je peux encore faire un 10-15 minutes. Ça va me faire plaisir si vous avez des choses. Fait que je vous laisse encore 2-3 minutes pour me poser des questions. Puis si après 2-3 minutes, il y a rien qui se passe, ben on pourra arrêter le live là, mais je vais quand même attendre, on va dire jusqu'à 50, jusqu'à 8h50 s'il y a des questions. Puis sinon, ben ça sera terminé pour ce soir. Fait que, let's go, une petite dernière. Là. Y a-t-il une petite dernière? Merci pour les conseils, ça me fait plaisir. Merci à vous autres d'avoir été là. Merci pour l'interaction, c'est super le fun. C'était vraiment plaisant, je suis content. XRP, t'en penses quoi? Même affaire que c'est de la spéculation, puis tu sais, c'est comme, vas-y avec modération. Je vais te résumer ça très simple. Ça, après ça, j'avais dit, non, ça a été dit, parfait. Ça a été excellent. Merci Fred, j'adore t'écouter. Ben merci, écoute, j'adore lire tes commentaires. Fait que content si ça a pu t'aider. Un fonds d'urgence de 10 000 $, pas de dette à part petite hypothèque. J'ai accès à ma marge de crédit de 20 000. Est-ce que je devrais l'investir à la place? 10 000, pas de dette, un fonds d'urgence, pas de dette, petite hypothèque. Si j'ai accès à ma marge de crédit de 20 000, est-ce que je devrais l'investir à la place? Ça dépend si tu as du rattrapage REER à faire, si tu as des stratégies avec le REE. Encore une fois, réponse classique, ça dépend. Là, si tu as des choses à faire au niveau de la fiscalité, oui, ça peut être intéressant. Si tu n'as rien à faire à ce niveau-là, ça dépend de ta tolérance au risque, dans quoi que tu investirais, pour dire le retour sur investissement, vaut-tu la peine de prendre la marge? C'est tout ça. Fait que un bon gros, ça dépend. Je suis désolé. Mais on peut se parler en privé, comme je te dis, si des fois tu veux qu'on aille plus loin là-dessus. Super intéressant de t'entendre. Merci François. Très gentil, j'apprécie. Merci beaucoup. Super, merci à vous autres. Tu es doué pour bien expliquer et vulgariser. Merci, j'apprécie. C'est ça que j'essaie de faire du mieux que je peux parce que les finances, pour la plupart des gens, c'est plate et c'est compliqué. Fait que je pars tout le temps de ce principe-là. Fait que je m'arrange pour que ce soit le plus simple possible, le plus facile à comprendre puis le plus agréable à écouter. En restant être capable d'être dans le sujet parce que c'est facile des fois aussi de faire juste des niaiseries puis de faire comme quasiment un show d'humour, mais si tu n'apprends pas tant, c'est pas mieux. Fait que c'est de trouver un peu l'équilibre d'être dynamique puis de trouver des façons que le monde puisse apprendre en même temps puis que ça reste le fun, mais sans tomber dans trop juste non plus des niaiseries, ce qui amènerait probablement plus de vues, mais qui amènerait moins d'éducation. Puis en bout de ligne, ce que je veux, c'est essayer d'avoir des gens qui sont plus éduqués. Fait que c'est ça, mais merci pour le commentaire, j'apprécie. Excellente soirée, t'es génial, merci, c'est gentil. Quand tous les comptes sont remplis, remboursement d'hypothèque ou non enregistré selon toi, pour le moment, je fais 50-50. Remboursement d'hypothèque avant non enregistré. Encore une fois, ça dépend aussi de ton profil d'investisseur puis tout, mais généralement, ça va être bon de rembourser ta maison. C'est un rendement garanti que tu fais, mettons, de 4-5 %. Puis après ça, ben, tu peux pogner cet argent-là puis investir dans le non-enregistré quand c'est remboursé. Fait que moi, j'aime bien ça, rembourser l'hypothèque plus vite. Une fois que tu as maximisé toutes tes autres affaires au niveau fiscal, là, j'aime bien ça. Refais-tu d'autres soirées live? Oui, comme je te disais au début que tu n'étais pas là, Mathieu, dans le fond, je vais en faire au moins 2 fois par mois.
Puis les lives sont disponibles un mois après aujourd'hui. Fait que tu peux le réécouter sur ma page Facebook si tu l'as manqué. Puis comme je te dis, 2 fois par mois, c'est le minimum que je veux faire. Peut-être qu'éventuellement, je vais en faire plus. Mais pour l'instant, je veux au moins faire un minimum 2 fois par mois. Quel conseil à quelqu'un qui veut se lancer en day trading? Lance-toi pas. Je suis vraiment pas un friand du day trading, la spéculation, tout ça, parce qu'à long terme, la plupart des gens ne font pas d'argent ou ne font pas plus d'argent que dans d'autres options qui peuvent être possibles. C'est beaucoup de casse-tête, beaucoup de stress, beaucoup de pression pour en bout de ligne, peu de résultats. À long terme, évidemment, à court terme, tu peux faire des bons coups, mais à long terme, tout finit par se rééquilibrer. Fait que quelqu'un qui veut faire du day trading, je pense pas, à moins que ce soit une vraie passion puis un skill que tu penses que tu peux développer puis que tu peux vraiment, comme dire, je vais vraiment mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie puis que je vais vraiment, j'en fais une mission puis c'est comme ta vocation, ok peut-être, mais sinon, même à ça, ça se peut que tu n'aies pas autant de résultats que tu aurais pu faire dans d'autres choses. Puis si tu veux juste faire du day trading en pensant faire une coupe de coups puis faire ça un peu peinard puis juste faire comme 5 heures par semaine, lance-toi pas là-dedans, tu vas juste probablement perdre de l'argent en bout de ligne. Fait que c'est ça mon conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le day trading. Toujours intéressant de t'écouter, on essaie de suivre tes conseils. Si tu essayes mais que ça marche, tant mieux. Si tu fais juste essayer, là, c'est moins bon, mais au moins si tu essayes, c'est bon. Fait que là, il faut que tu réussisses à ce que ça marche. Fais des lives plus souvent, c'est très enrichissant tes conseils. Merci beaucoup. Je vais essayer d'en faire plus c'est dans les prochains mois. J'ai beaucoup de choses qui s'en viennent, mais je vais essayer d'en faire plus. Puis ça se peut, justement, dépendamment de la rétroaction, que ça devienne justement une partie intégrante du contenu, puis que j'en fasse vraiment plus régulièrement, comme à chaque semaine, des séances plus longues aussi, tout ça. Fait que ça se peut que ça devienne comme ça aussi. Pour 30 ans, diversifies-tu le conseil comme quoi portefeuille 90% ETF à du haut risque? Tu conseilles quoi comme portefeuille 90 ETF à du haut risque? 30 ans d'investissement. Ouais, écoute, dans le fond, haut risque, OK, dans le fond, c'est pas parce que, j'imagine, tu veux dire 90% en actions, parce que c'est important de déterminer comme, c'est pas parce que tu es 90% en actions que tu es 90% à haut risque. Parce que dans le fond, si tu achètes un SP500, mettons un fonds indiciel SP500, oui, tu es 100% en actions, mais c'est-tu risqué? C'est comme c'est toutes des compagnies ultra solides qui sont là-dedans. Fait que c'est pas comme risqué, tu comprends? C'est comme c'est correct, c'est volatile, mais c'est pas risqué. Si tu investis 100% d'actions dans des petites compagnies de crypto qui viennent d'ouvrir puis dans des penny stocks, là, tu es vraiment à haut risque, puis ça se peut que ça soit vraiment pas payant à long terme. OK? Fait que c'est important de dire le risque, c'est pas nécessairement parce que tu as des actions que c'est du risque, c'est quel type d'action que tu as. Fait que là, j'imagine que ta question, c'était plus, je devrais-tu être 90% en action, dans le fond? Puis oui, quand tu es jeune puis tu as 30 ans en avant de toi, 80, 90 ou 100% en action, si tu comprends les principes de base, l'importance de laisser l'argent travailler, de ne pas paniquer, tout ça, ça peut être une excellente option d'être 100% en action quand tu as beaucoup de temps en avant de toi, parce que c'est ça qui, historiquement, t'amène les meilleurs résultats depuis 100 ans. Si les actions à long terme, c'est ça qui monte le plus. En as-tu déjà calculé des scénarios d'analyse de transfert de fonds de pension CCQ au personnel? Oui, je l'ai déjà fait. Ce genre de calcul-là. OK, nice. Merci, super intéressant. Merci. Ton premier live était bon, mais celui de ce soir est excellent. Good. Content, j'essaie de m'améliorer à chaque fois. C'est ça l'objectif. Fait que le prochain devrait être encore meilleur. Fait qu'on va essayer de tout le temps upgrader. C'est ça le but. Fait que merci beaucoup, Alex. C'est super apprécié. Puis je pense que je vais garder la formule de même, d'amener comme certains sujets, 2-3 sujets, puis garder du temps pour les questions. Là, je pense que c'est le fun là, d'avoir tout le temps une interaction avec les gens, puis d'avoir des questions. Puis en même temps, des fois, je sais quel sujet souvent que les gens aiment bien qu'on parle. Fait que ça me permet aussi des fois d'amener des points que les gens n'auraient peut-être pas pensé de parler. Fait que ça fait comme le meilleur des deux mondes. Peut-on écouter la rediffusion? Non, tu avais juste à être là avant. Non, c'est pas vrai. Oui, tu peux l'écouter pendant un mois, c'est disponible sur ma page directement. Haut risque égale volatilité et non un vrai risque. Oui, c'est ça exactement, c'est la volatilité, c'est ça. À propos de l'indépendance financière, quel rendement réaliste doit-on viser pour vivre strictement des intérêts générés par nos placements sans même toucher au montant total?
Fais tes projections entre 4 et 5 %. Dans le fond, si tu es dans la phase d'accumulation, fait que tu vas investir pendant 20 ans, là, tu peux calculer tes rendements avec 7 % pour être, on va dire, conservateur. Ça peut être plus, tant mieux, ça va t'amener plus vite, mais 7 % c'est réaliste. Puis quand tu es rendu à la phase de décaissement, fait que là, tu vides tes investissements, c'est 4 à 5 % pour dire que tu es réaliste et que ça a du bon sens. Fait que fais tes projections avec ces chiffres-là. Là. Puis moi, mes projections que je fais, quand je fais des calculs juste sommaires ou pour faire une règle du pouce puis donner un aperçu un peu de ce que ça va donner, c'est 7 % pendant la phase d'accumulation puis 5 % pendant la phase de décaissement. Fait que moi, c'est mes barèmes personnels que j'utilise. Fait que tu peux prendre ça. Good. Fait qu'on a fait un autre 10 minutes de plus, gang. Tabarouette avec vos questions. Ça a bien été. C'est 148 commentaires. Merci. Fait que, en terminant, je vais vous remercier sincèrement d'avoir été là. Il y en a qui sont là depuis le début. Fait que vraiment, super apprécié. Puis, écoute, si vous n'êtes pas abonné à ma page, juste vous abonner. Puis après ça, d'interagir avec le contenu puis partager les choses, c'est ce qui m'aide le plus pour pouvoir rejoindre plus de gens puis aider plus de gens. Fait que si vous avez aussi des gens autour de vous que juste lui parler, hey, tu connais-tu Fred? Non, 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 tu sais que ça, c'est sa page, puis envoyer la page, c'est tout le temps bon aussi. Fait que ça, c'est toutes des choses qui m'aident si ça vous tente de m'aider dans ma mission d'aider le plus de gens possible. Fait que merci à tous d'avoir été là. Puis je vous tiens au courant du prochain live qui devrait être d'ici 1 ou 2 semaines là, en octobre. Puis en même temps, si vous avez des sujets que vous trouvez pertinents, que vous aimeriez que je parle dans les prochains lives, vous pouvez me les envoyer par message. Puis je vais les prendre en note. Puis quand j'en ai certains que c'est comme, j'en ai plusieurs qui me parlent d'un même sujet, je vais le mettre dans un live. Là. Fait que gênez-vous pas de m'envoyer des sujets que vous aimeriez entendre parler pendant les lives. Fait que je vais prendre une dernière question qui vient de popper. Vers quel âge tu commencerais à intégrer des obligations dans des FNB? Je suis full action à 47 ans et retraite vers 60 ans. Je vais te donner la règle du pouce de John Bogle, qui est une règle un peu conservatrice, mais ça te donne quand même une idée. Lui, ce qu'il disait, John Bogle, c'est lui qui a créé Vanguard et les fonds indiciels, fait qu'un super homme que je respecte beaucoup. Puis lui, sa règle du pouce, c'est de mettre ton âge en pourcentage d'obligations. Fait que si tu as 47 ans, mettons, tu pourrais mettre 47 % obligations dans ton portefeuille, mais son propre aveu de lui, c'est un peu conservateur cette règle-là. Fait que tu peux en mettre un peu. Autrement dit, tu pourrais mettre 40 ou 30 obligations, puis tranquillement l'augmenter un peu plus tu avances en âge. Mais lui, quand il a fait cette entrevue-là, je pense qu'il avait comme 75 ans ou 80, puis il n'y avait pas 80 % en obligations, il le disait lui-même, là, parce qu'il aime beaucoup les actions. Fait que c'est ça. Fait que tu peux garder une bonne partie en action, mais ça dépend de ton profil, ça dépend de tes objectifs aussi. Fait que si tu as encore 13 ans en avant de toi et que tu es à l'aise avec la volatilité, tu peux garder encore une bonne partie en action, mais plus tu te diriges vers ta retraite, plus tu peux mettre une pondération plus élevée en revenu fixe. Puis ça, de te faire accompagner quand tu arrives à 10 ans de la retraite et moins, là, de rechecker à chaque année, être sûr que tout est beau, ça peut être super bon, là, être sûr que tout est optimal, justement. Fait que ça va se terminer là-dessus, gang. Fait qu'un beau 2 heures qu'on vient de faire. Fait que merci tout le monde d'avoir été là encore une fois. Super apprécié, super le fun. Puis gênez-vous pas de m'écrire si vous avez des idées, des suggestions, des commentaires, du feedback ou des sujets que vous voulez que je parle. Faites-moi signe. Puis c'est ça. Fait que sinon, altic.ca, vous pouvez aller voir ça. J'ai du contenu qui est disponible là-dessus. Ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Puis des fois, ce qui m'aide aussi en passant, là, si vous allez sur ma page Facebook, des fois, vous pouvez laisser juste un petit avis aussi, genre « Hey, j'ai écouté le live, ça m'a vraiment aidé. » Tu sais, ça, c'est toutes des choses qui sont super le fun des fois à lire pour moi, mais également pour des gens qui ne me connaissent pas, quand ils tombent sur ma page et qu'ils voient comme « Ah, Crime, il fait des lives, ok, nanana », ça peut aider du monde des fois à dire « Ah, je vais le suivre, puis moi, c'est ça mon objectif, c'est juste d'aider le plus de monde possible. » Fait que tout ce que vous faites, les petites actions-là, en termes d'interaction avec le contenu, c'est toutes des choses qui m'aident. Fait que ça m'aide à pousser juste la mission plus loin, puis c'est ça. Fait que merci à tous, puis bonne fin de soirée. Tiens, 2 heures pile, on est atteint. Salut!